bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette matinale consacrée, comme vous le savez toutes et tous, au Green IT. En 2022, le volume global d'émissions de CO2, donc le principal gaz à effet de serre, comme vous le savez, devrait atteindre 40,5 ou 6 milliards de tonnes, soit pas très loin, en termes de millions de tonnes, du pic atteint en 2019, qui était évalué, si la mémoire est bonne, à 40,9 milliards de tonnes. Il ne vous a pas échappé non plus qu'en ce moment, en Égypte, se tient la COP27, qui devrait normalement, si les bonnes décisions étaient prises, nous permettre de rester en deçà du réchauffement de 1,5 degré. Des discussions ont lieu, des décisions devraient être prises, mais on sait plus que jamais qu'il est en fait temps, c'est le temps de l'action. Cette action, elle doit venir vite, on en parlera, notamment de la part des entreprises. Alors on sait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est surtout dû aux énergies fossiles, à l'usage des énergies fossiles, mais on sait aujourd'hui également que le numérique, qui aujourd'hui représente finalement assez peu, entre 5 et 10%, si la mémoire est bonne, je sais que certains d'entre vous dans la pièce ont ces chiffres bien mieux que moi en tête. J'ai quelqu'un là, sous mes yeux, qui les connaît tout aussi bien, voire mieux que moi. On sait qu'aujourd'hui, l'industrie numérique, elle aussi, joue un rôle important dans le dérèglement climatique, du fait, bien sûr, des activités et de l'empreinte de toutes les entreprises qui fournissent des services, mais également du fait de l'usage qui est fait par les entreprises utilisatrices. Alors aujourd'hui, on sait que on peut l'appeler vraiment de toutes les manières, le Sustainable IT, alors je parle de Green IT qui est un terme plus ancien, certains parlent de durabilité, on parle de sobriété numérique. Bien, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'une des 10 priorités des DSI et c'est vraiment perçu comme l'un des principaux défis, si ce n'est le défi principal de notre génération. Dans beaucoup d'entreprises, on en parlera ce matin, cette course, ce chantier vers la sobriété est déjà lancé, d'autant plus qu'on est en période de crise énergétique. On sait que le recours aux énergies coûte cher et c'est intéressant pour les entreprises aujourd'hui de regarder comment un modèle de Green IT sobre, bien sûr par définition, et intelligent, devrait permettre sur le long terme de réduire l'empreinte carbone. Et puis, on parle d'entreprises et d'organisations publiques, de faire, bien sûr, des économies. Au cours de cette matinée, nous évoquerons ensemble plusieurs sujets. Nous parlerons, bien sûr, des pistes qui existent aujourd'hui pour réduire la consommation énergétique. Nous verrons également, à travers une intervention, où en sont les entreprises françaises par rapport à d'autres entreprises dans le monde. Et puis, nous verrons également, nous discuterons également de la manière d'aligner les objectifs de l'entreprise en termes de Green IT, de sobriété, avec également les objectifs business des organisations. Alors, nous évoquerons bien sûr tous ces sujets ce matin. Je vous rappelle que nous sommes là physiquement. D'habitude, on fait ces matinales, on les fait soit en hybride ou à distance. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Faites-le plutôt à la fin de chaque intervention, mais s'il y a vraiment une question pressante que vous sentez que vous devez la poser, n'hésitez pas, posez-la. Et alors, pas moi, bien sûr, mais nos intervenantes et nos intervenants se feront très certainement un plaisir de répondre. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce moment-là doit être vraiment un moment d'échange. Il y aura d'abord effectivement une transmission d'informations, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour ça. Alors, pour commencer cette matinale, j'ai le plaisir d'abord d'accueillir le directeur de projet gouvernance et numérique responsable de la DINUM, Olivier Joviado. Olivier, je vous en prie, venez me rejoindre. Voilà, prenez ce... Voilà. Voilà. Olivier, rebonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de la DINUM, avant de rentrer dans le détail ? Merci. Déjà, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour nous d'être présents. Okay. Non, pas vous, le monsieur qui... C'est un plaisir d'être présent à cet événement organisé par IT for Business. Alors, la direction interministérielle du numérique est un service du Premier ministre. C'est une organisation interministérielle qui accompagne, conseille les ministères dans leur transformation numérique. Voilà. Et j'ai l'honneur de piloter la mission interministérielle sur le numérique éco-responsable,
qui a été designé en 2019 et lancé officiellement en 2020, qui est copiloté avec les ministères de la transition écologique et de la transition énergétique et l'ensemble des ministères. Et vous voulez que je détaille le contour de la mission ou... Bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. La question que j'allais vous poser juste derrière. Et donc, du coup, dans cette mission, on a rassemblé l'ensemble des ministères. Donc, il y a tout le monde public. Je vois certains correspondants ministériels dans la salle et je les en remercie. Il y a également des opérateurs, que ce soit par exemple l'ADEME ou Pôle emploi. Il y a également des structures à vocation interministérielle. Je les cite parce que c'est extrêmement important de montrer que l'État est rassemblé sur ces sujets. Donc on peut avoir la Direction générale des entreprises, on a également la Direction des achats de l'État, on a l'Agence nationale pour les collectivités territoriales, la NCT, on a l'ANSSI forcément pour les questions de sécurité et d'éco-conception. On a énormément de partenaires, l'ADEME, je l'ai cité. On a également des partenaires du monde académique, donc on a le monde public, on a le monde académique avec le CNRS, Ecoinfo, l'INRIA. On a également des chercheurs qui travaillent avec nous dans des ateliers. On a le monde associatif avec l'Institut du numérique responsable ou des collectifs comme HALT à l'obsolescence programmée. Et on a également des partenaires privés de l'INR ou d'autres structures. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a des banques, il y a également Airbus. Et donc c'était extrêmement important dans le process de fabrication de tous les livrables qu'on a réalisés depuis 2 ans, de réunir le monde public, le monde académique, le monde associatif et le monde privé. Parce qu'on a tous à s'apporter les uns des autres et c'est des sujets qui nous dépassent, qui nous transcendent. Est-ce que vous pouvez nous parler, Olivier, par exemple, 1 ou 2 sujets que vous avez été amené à traiter ces derniers mois qui doivent avoir un impact très concret sur la manière dont les administrés qui sont ici, on vivra les services de l'État dans les mois et dans les années qui viennent? Oui, avec grand plaisir. Alors, tout ce que je vais dire, vous pouvez le retrouver, puisque tout est en licence ouverte, c'est-à-dire un Creative Commons au niveau de l'État. Tout est réutilisable massivement sur le site écoresponsable.numérique.gouv.fr. L'intégralité de nos livrables, de nos vidéos, de nos conférences y sont. Donc on adresse 6 chantiers, un chantier sur la mesure, qui est un chantier extrêmement prégnant, un chantier sur l'éco-conception, un chantier sur les achats, un chantier sur la sensibilisation, sur l'outillage. Et donc, si je prenais par exemple 2 livrables récents qu'on a publiés, il y a le guide des achats numériques responsables, qui peut être structurant pour les personnes ici dans la salle, qui a été fait en partenariat avec toutes les parties prenantes déjà citées, mais qui a été fait notamment avec la direction des achats de l'État, qui se veut un guide extrêmement opérationnel et pragmatique, puisqu'il est composé en 3 parties. Je ne vais pas les détailler les 3 ici, sauf s'il y a des questions, bien entendu. Mais la 3e partie reprend des familles d'achats sur la bureautique, les prestations intellectuelles, les infrastructures. Et à chaque fois, on a mis des fiches de où en est la loi, quelles sont les questions à se poser dans la phase de sourcing, quelles sont les pondérations à prendre en compte, quels sont des exemples de clauses que l'on met dans les CCTP et les CCAP. Donc ce sont vraiment des fiches extrêmement opérationnelles que vous pouvez consulter pour les acheteurs publics et pour bien au-delà des acheteurs publics. Un autre livrable dont je pourrais parler, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques, que nous avons fait également avec tous les acteurs, et qui permet justement de voir quels sont les critères et les questions à se poser pour éco-concevoir des services numériques, et qui vient faire une sorte de synthèse des différents référentiels qu'il y a dans l'État, comme le référentiel d'accessibilité ou d'autres. Voilà. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une étape où votre rôle, comme ceux d'autres organisations que vous avez citées, vous êtes plutôt dans une démarche de conseil dans un premier temps? Est-ce qu'on peut imaginer que dans un futur proche, on soit un peu plus dans la contrainte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous proposez des guides, mais peut-être que demain, ces guides-là seront plutôt beaucoup plus figés et contraignants pour les différentes organisations étatiques. Alors, on essaye de montrer l'exemplarité, et c'est par l'exemplarité qu'on arrive à transformer. Après, il y a déjà un corpus réglementaire et un corpus législatif assez important depuis ces 2 dernières années. Je vais vous citer uniquement 3 lois, mais ça fait déjà assez énorme le travail qui a dû être fait avec les différents organismes pour
Pour aboutir à ces 3 lois, il y a la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, de février 2020, qui est assez structurante et dont les premiers décrets d'application rentrent en vigueur, notamment celui sur l'achat de reconditionnés, le décret du 9 mars 2021, qui donne la voie à suivre et les obligations en termes d'achat pour les ministères et les opérateurs et les collectivités territoriales en termes de pourcentage de reconditionnés. Il y a plein d'autres décrets d'application, mais il y a la loi AGEC. Il y a également la loi REEN pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui a été votée en novembre et en décembre 2021, qui est une loi très structurante. Par exemple, l'article 16 va faire la promotion et va favoriser l'utilisation de produits de reconditionnés. L'article 35 parlera des collectivités territoriales. Bien entendu, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et une 3e loi, la loi climat et résilience, avec l'article 301 sur le plan de décarbonation de l'État. Et donc, il y a tout un corpus réglementaire, pour répondre à votre question, qui s'est mis en place. Il y a un secrétariat général à la planification écologique qui a été lancé cet été, qui justement vise à essayer de coordonner toutes ces actions, que ce soit des actions de sobriété, de services publics éco-responsables, de plans sur la décarbonation. Donc voilà, il y a énormément de choses et il y a déjà des réalisations concrètes dans des ministères. Si on prenait l'exemple de Bercy, il y a Bercy Vert qui, depuis 2 ans, a expérimenté de nombreuses choses sur les différentes thématiques, au-delà du numérique aussi. Donc voilà, il y a déjà des réalisations concrètes et on est là pour les accompagner et les faire passer à l'échelle. Il y a un peu plus d'un mois, l'État a présenté allez, je vais appeler peut-être pas un guide, mais en tout cas un manifeste, disons, de sobriété numérique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Olivier, quels en sont les grands axes ? Bien sûr. Alors, en fait, le 6 octobre dernier, la Première ministre a présenté le plan de sobriété énergétique pour l'État. Donc, je ne suis pas habilité à parler au nom du gouvernement, hein, je parle uniquement au nom de la mission interministérielle du numérique éco-responsable. Et du coup, il y a donc des thématiques sur les mobilités, sur les bâtiments, sur les fluides, sur l'alimentation. Il y a énormément de mesures. Et il y a notamment 3 mesures sur le numérique, ce qui est une première. On a fait passer 3 mesures sur le numérique. Et les 3 mesures sur le numérique concernent tout ce qui est éco-gestes, sensibilisation, formation, comment on va accompagner les agents publics et les citoyens dans la prise en compte de ces éco-gestes individuels. Il y aura des challenges, il y aura des web extensions, il y aura des outils qui vont sortir dans les prochaines semaines. Il y a déjà eu depuis lundi le lancement de la campagne interministérielle portée par le service d'information du gouvernement, fait avec l'ADEME sur longue vie aux objets, des nouvelles campagnes. Donc tout ce qui est sensibilisation, formation, éco-gestes. La deuxième partie dans le plan sobriété concerne l'optimisation des data centers. Justement, comment on fait avec toutes les migrations vers le cloud, comment on travaille là-dessus et comment on optimise ces sujets, quels sont les indicateurs que l'on va suivre au niveau des ministères. Et la 3e action du plan sobriété concerne la réduction du nombre d'écrans et leur suppression avec leur insertion dans des filières de reconditionnement. Voilà, parce qu'il y a énormément. Vous parlez de suppression, Olivier, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez inviter les gens à plus avoir forcément 2-3 écrans par personne, c'est ça ? C'est l'un des buts ? Alors, ce n'est pas le but de cette action. Je vais détailler. Le but de cette action, c'est de réinterroger systématiquement les besoins et les usages. Si on ne réinterroge pas les besoins et les usages, déjà, on ne se pose pas les bonnes questions. L'idée, c'est que pour avoir le maximum d'impact, il faut absolument allonger la durée de vie du matériel. Donc, il faut s'interroger sur le parcours de vie des matériels. Et on a, dans nos administrations, dans nos collectivités territoriales, bon nombre d'écrans dont les usages ou l'utilisation est très faible. Et donc ça pose énormément de questions de connaître son parc informatique, de l'optimiser, de le gérer, de gérer la fin d'usage et la fin de vie. Et donc il y a un bon nombre d'écrans qui pourraient être réutilisés et allongés avec une utilisation sur d'autres périmètres. Voilà. Quel travail va être mené, Olivier, avec les fournisseurs de produits et de services IT ? Vous l'avez dit hein, quand vous avez décrit votre mission précédemment. Est-ce que vous allez
peut-être aller beaucoup plus loin sur le sourcing des équipements. Vous l'avez dit, il y a une partie, vous venez de le dire, une partie de réutilisation des objets. Donc ça, c'est toute la partie, effectivement, économie circulaire. Mais qu'est-ce que vous allez faire vraiment comme mission particulière pour travailler avec les fournisseurs ? Alors, il y a déjà des travaux qui sont en cours, donc qui sont vraiment menés par la Direction générale des entreprises, avec les fournisseurs d'accès à Internet et d'autres fournisseurs. Donc il y a de nombreux ateliers qui sont menés depuis maintenant pratiquement plus d'1 an. Donc concrètement, ce qui va être fait, c'est il y a eu des demandes de publication de consommation énergétique sur, par exemple, pour les FAI. Voilà, les travaux ne sont pas tous livrés, donc du coup, je ne peux pas les dévoiler comme ça. Mais c'est une partie qui est gérée par la Direction générale des entreprises. Voilà. Donc je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais si vous avez des questions précises, je pourrais vous router vers les personnes de la DGE qui pilotent ces missions. Bon, en tout cas, il y a déjà une discussion qui est en cours. Il y a d'autres points que je voulais vous dire. Il y a par exemple dans la loi AGEC, il y avait la prise en compte de l'indice de réparabilité, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui va passer au 1er janvier 2024 dans un indice de durabilité. Donc il y a eu des décrets d'application de prise en compte dans l'achat public d'un certain score d'indice de réparabilité. Donc en termes de sourcing, en termes de matériel, ça va avoir un impact considérable. Donc voilà, il y a différentes actions comme ça qui auront un impact sur les fournisseurs. Quel type d'accompagnement vous allez proposer, notamment au niveau des collectivités ? Parce qu'on sait qu'au niveau étatique, c'est peut-être un peu plus simple, entre guillemets. Il y a une grosse centralisation à Paris. C'est moins le cas, effectivement, logiquement, pour toutes les strates qui existent aujourd'hui, conseils départementaux, régionaux, ainsi de suite. Comment est-ce que vous allez les accompagner aujourd'hui pour qu'ils soient également en mesure de proposer à terme, 3, 4, 5, 10 ans, de concevoir des services éco-responsables et de proposer finalement des services et des produits qui soient un peu plus green, je dirais. Alors c'est même avant 3, 4, 5 ou 10 ans. L'article 35 de la loi Rennes demande à toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, à partir du 1er janvier 2023, de publier un plan d'action pour une transformation vers un numérique éco-responsable. Okay, donc ça, c'est vraiment un premier point qui est inscrit dans la loi. Et à partir du 1er janvier 2025, de publier aussi complètement la stratégie numérique responsable de la collectivité. Et donc du coup, on les accompagne déjà. Je vais parler juste de 2 acteurs. L'ANCT, que j'ai déjà cité, sur les collectivités territoriales. Qui est l'ANCT, c'est l'Agence nationale sur les collectivités territoriales, qui est une structure du MTE et qui a une vocation à justement piloter la transformation numérique dans les collectivités territoriales. Et donc l'ANCT a lancé en novembre une expérimentation auprès de 6 collectivités territoriales pour justement créer des communs numériques dans l'idée de publier justement comment on effectue ce plan d'action, comment on effectue cette transformation. Ça sera publié sur le site de l'ANCT et également sur le site de la mission interministérielle. Les premiers résultats sont attendus pour début février 2023. Donc il y a 6 collectivités qui sont accompagnées. Donc ça, c'est un point. Il y a également une autre mission de la DINUM qui s'appelle Transformation numérique des territoires, TNT, qui va accompagner avec des acteurs associatifs comme les interconnectés, l'INR et d'autres, ces collectivités. Parce que, en fait, c'est vraiment le process de comment on transforme et qu'est-ce qu'il faut regarder. On rencontre énormément d'acteurs dans les déplacements que l'on peut faire qui sont des fois un peu perdus et qui ne savent pas par quel bout commencer. Juste un point par rapport à votre introduction, on insiste lourdement sur le fait de dire dans les organisations publiques, et c'est la même chose dans le privé, parce qu'on échange beaucoup avec des acteurs privés, que ce n'est pas une question uniquement des DSI. Parce que si on prend ce sujet sur le prisme des DSI, justement, on est des fois bloqué et limité dans notre objectif de transformation. Il faut vraiment engager l'intégralité de l'organisation, puisque ça dépasse largement les systèmes d'information. Donc si je comprends bien, il n'y aura pas de question, ce ne sera pas un guichet unique, hein, c'est vraiment, l'aide va être proposée vraiment sur l'ensemble du territoire. Mais vous servirez finalement de point de référence. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre ? Alors, c'est des choses qui sont encore ouvertes. Il y a eu pendant ces 2 dernières années le plan de relance qui nous a permis de financer des projets de mesures dans des ministères notamment,
que ce soit des outils sur les bilans d'émissions à gaz à effet de serre, que ce soit des outils de mesure de l'impact environnemental du numérique. Il y a des initiatives de la French Tech Corporate poussées par la DGE où il y a des entreprises qui réfléchissent également à des outils de mesure. Il y a un fonds de transformation de l'action publique qui a été lancé et on est en train de voir s'il ne pourra pas y avoir, comme vous venez de le dire, un guichet sur le numérique responsable. On est quasiment à la fin de cette ouverture. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous pourriez nous parler, Olivier, des sujets que vous êtes susceptible d'aborder en 2023, peut-être les 2-3 thèmes qui vont être importants pour vous dans l'année qui vient, pour vous et vos équipes, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, alors dans les sujets, je vous ai présenté les 6 chantiers. Donc sur chacun de ces 6 chantiers, on avance, on produit des livrables, tous ouverts, comme je vous l'ai dit, des outils, des boîtes à outils où on présente des outils libres, bien entendu. Dans les sujets de 2023, il y a pas mal de sujets autour de l'éco-conception et la sécurité des systèmes d'information. On a publié des articles récemment sur le site de la mission parce que ça peut être encore... des fois, on peut penser à des faux amis entre SSI et éco-conception et justement, on aborde cet angle-là sur l'éco-conception permet la réduction de la surface d'attaque des systèmes d'information et on sait que de nombreux organismes publics en 2022 et les années précédentes ont pu être victimes d'attaques et c'est souvent parce qu'on a une sorte de multiplication de points d'entrée parce que les systèmes d'information depuis des années ne sont pas rationalisés, ne sont pas éco-conçus. Donc on arrive à faire des passerelles avec le campus cyber et l'ANSSI et les différents acteurs qui participent à ces ateliers entre éco-conception et cybersécurité. Il y a également tout le sujet de la structuration de la filière du reconditionné en France qui à date n'est pas à niveau pour pouvoir fournir les collectivités territoriales, les opérateurs. Voilà. Donc il y a toute cette réflexion sur la structuration. Voilà 2 sujets qui vont pousser fort en 2023. Bon. Ce sera l'occasion de se revoir d'ici quelques mois pour voir comment vous avancez. Merci beaucoup Olivier, je crois qu'on peut l'applaudir. Vous pouvez laisser le micro, merci beaucoup. Et je crois que vous avez quelques minutes, vous resterez dans la salle. Je pense que voilà, ceux qui ont des questions, ou celles qui ont des questions, je vous en prie, vous pourrez leur poser. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez rejoindre la salle. Je l'ai dit en introduction, ce sera intéressant effectivement de savoir où en sont les entreprises françaises. Et pour cela, j'appelle Carole Davis-Filler. Carole, je vous en prie, installez-vous. Voilà, alors Carole, vous êtes Associate Director Sustainability and Technology Lead France chez Accenture. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Alors, Carole, chez Accenture, vous avez mené une étude auprès d'une centaine de grandes entreprises dans le monde concernant la technologie responsable. Qu'est-ce qu'il y avait finalement dans cette étude et qu'est-ce qui vous a permis d'entrevoir ? Bonjour à tous, merci de me permettre de partager les résultats de cette étude. Effectivement, on s'est dit la technologie a un rôle clé elle-même pour se décarboner, pour répondre aux enjeux de développement durable, mais elle peut se mettre au service des métiers de l'entreprise et des institutions. Et on voulait prendre le pouls de là où on était, les DSI, les directeurs techniques des grandes entreprises et des grandes institutions dans le monde. Donc on a interrogé 560 dirigeants et équipes de ces dirigeants dans le monde entier, toute industrie confondue, donc ça va de la banque à la grande distribution, à l'industrie. Et on leur a posé les questions sur la technologie responsable pour mesurer un indice de maturité. Et notre intention, c'est de regarder comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Alors, comment est-ce qu'on a défini technologie responsable ? Sur quels piliers on a fait cette étude ? 3 piliers. Je suis sûre que vous allez deviner les 2 premiers. Le 3e, c'est moins sûr. Le premier, c'est celui qu'Olivier Joviado a commencé à aborder. C'est vraiment comment est-ce que la technologie, l'informatique, le numérique peut intégrer des objectifs de développement durable, la sobriété numérique, la diminution de la consommation d'électricité, mais aussi des objectifs d'inclusion, de diversité, de transparence, de faire en sorte que nos intelligences artificielles ne soient pas biaisées, par exemple. Donc ça, c'est le premier pilier, comment la technologie intègre le développement durable. Le 2e pilier, c'est comment est-ce que la technologie peut se mettre au service
d'objectifs de développement durable. Parce que vous aviez dit, en fait, le pourcentage que vous cherchiez tout à l'heure, c'est entre 2 et 4% d'impact gaz à effet de serre du monde du numérique selon les pays. C'est bien de travailler aussi sur les 98 à 97 autres pourcents. Et c'est ça, en fait, ce qu'on a voulu chercher avec le deuxième pilier, c'est comment la technologie, dans les entreprises, se met au service des métiers. C'est-à-dire que ce soit pour la décarbonation, que ce soit pour la sobriété énergétique, que ce soit pour éco-concevoir des produits physiques, que ce soit pour inciter les bons comportements. On sait à quel point le digital peut inciter à des comportements plus ou moins bons. Comment est-ce qu'on repense les organisations pour faire en sorte que le DSI soit partie prenante. Voilà. Donc tout ça, c'est le deuxième pilier. Comment la technologie se met au service d'objectifs de développement durable. Et le troisième pilier, vous l'avez deviné ou pas? C'est en fait la notion d'écosystème. Sur ce sujet de transformation durable, en fait, il n'y a pas une institution, une entreprise qui peut faire quelque chose tout seul. Si je suis Renault, je ne vais pas inventer tout d'un coup de la mobilité durable tout seul. Il va falloir que je travaille avec mes fournisseurs. Il va falloir que je travaille aussi à rendre désirable ce que je propose comme service, même si ce n'est pas d'acheter une voiture. Voilà. Donc il y a un travail en écosystème. Et donc c'est ce troisième pilier qu'on a interrogé, sur lequel on a fait notre étude, que ça soit en fait de travailler en écosystème, donc sur ce que j'illustrais, toute la chaîne de valeur avec les fournisseurs, avec les clients, mais aussi avec le monde académique, avec le monde institutionnel. Et évidemment, là, Olivier Joviado a montré à quel point il y avait des perches dont on pouvait se saisir côté, en France en particulier, dans le monde institutionnel. Les startups, évidemment. L'écosystème, c'est aussi comment on innove avec des startups. Et puis, voilà, effectivement, le monde académique et le monde associatif. J'allais oublier le monde associatif, et là, je reviendrai sur tous les exemples qu'Olivier a donnés. Voilà, donc 3 axes de notre étude. La technologie qui intègre le développement durable, la technologie au service du développement durable et le travail en écosystème. Comment se situent les entreprises françaises dans ce contexte que vous avez décrit? Vous avez dit 500 personnes interrogées, toutes filières confondues, vraiment toute industrie confondue. Voilà, quelle est la place quel est le niveau de maturité, pour reprendre notre expression, des entreprises françaises dans l'ensemble des pays qui ont été interrogés? Alors, le niveau de maturité, il se situe vraiment légèrement en retrait, mais dans le même ordre de grandeur que le reste du monde. Si on regarde l'ensemble, l'indice de maturité qu'on a calculé, il est 0,47 pour le monde, 0,44 pour la France, c'est pas significatif. Voilà. Il y a 2 points forts pour les entreprises françaises et 2 points faibles qu'on a notés. Je vais commencer par les points forts. Voilà, on va commencer. En fait, il y a, de façon générale, on n'est plus dans la question du pourquoi, on est dans la question du comment. On n'est plus dans la question du pourquoi est-ce qu'il faut qu'une entreprise, une institution aille vers des objectifs de développement durable. On n'est même plus dans la question de est-ce que la technologie peut être un levier. Pour 96% des entreprises qu'on a interrogées, la technologie est vue comme un levier pour avancer sur les objectifs de développement durable. Bon. Et ça, c'est vrai aussi en France. Sur le pilier du numérique qui devient plus responsable, là, les entreprises françaises sont en avance sur tout ce que Olivier a commencé à décrire et ce que vous avez évoqué, sur faire en sorte que les data centers ils soient éco-conçus, qu'on fasse de l'efficacité énergétique et même de la sobriété énergétique des infrastructures. Et là, typiquement, c'est 51% des data centers en France dont les sondés nous disent qu'ils sont éco-conçus, versus aux alentours de 33% dans le monde. Voilà. Et sur cet axe-là, un des différenciants de la France aussi, c'est cette notion d'éco-conception. Moi, quand je parle avec mes collègues, ils parlent de Green IT, ils parlent de Green Software, ils parlent très rarement de cette notion d'éco-conception du service numérique depuis le fait de challenger les cas d'usage, le besoin métier, le volume de données, etc., d'être très en amont. Cette notion
green software, mais vraiment d'éco-conception en partant de la conception métier, la conception fonctionnelle, c'est un des points forts, une des caractéristiques de la France. Et je pense qu'Olivier Joviado l'a complètement illustré dans ses propos avec le référentiel des bonnes pratiques d'éco-conception. Donc un premier point fort sur la France, c'est ce travail sur le green IT, de l'infrastructure et de l'éco-conception où on est en avant. Deuxième point fort, c'est le travail avec le monde institutionnel et le monde académique. C'est effectivement des équivalents de l'INR, du Shift Project avec le rapport sobriété numérique, de la loi Rennes. Rennes, magnifique nom, comme réduction de l'empreinte économique du numérique, de Planète Tech Terre, il y a le Green Tech Forum qui arrive bientôt. Tout c'est foisonnant en France, c'est foisonnant. Nous, entreprises, on a juste des bibliothèques énormes, en veux-tu, en voilà. Donc ce travail, et l'INRIA, enfin je pourrais en mentionner beaucoup d'autres, ce travail avec le monde académique, il est facile, il est à portée de main, et c'est un des points forts, une des richesses de la France. Quand je vois ça, quand je parle avec mes collègues en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc 2 points forts. 2 points où la France se situe plus en retrait. Si je reste sur cette notion écosystème, c'est le fait d'avoir créé des coalitions industrielles. Alors qu'est-ce que j'entends par coalition industrielle? C'est par exemple en Allemagne, est-ce que vous connaissez Catena X, des constructeurs automobiles, le gouvernement allemand se sont mis ensemble pour imaginer, dans l'esprit de Gaia X, une plateforme numérique de partage des données ESG, de fonctionnalités autour des enjeux de développement durable. Donc c'est massif, donc ça paraît parfois un peu usine à gaz. Côté tech, SAP est partie prenante. Enfin voilà, je ne saurais même pas dire, il y a plus de une cinquantaine d'entreprises dans le but d'avoir cette logique de partage de données ESG de bout en bout de la chaîne de valeur et de fonctionnalités pour aller au-delà du simple reporting, mais vraiment pour piloter la décarbonation, pour piloter le fait qu'on dépollue, on met moins de polluants dans les produits, etc., etc. Coalition industrielle, 50% des entreprises dans le monde nous disent qu'elles en ont créé une, qu'elles font partie d'une coalition industrielle, 25% en France. Voilà. Le deuxième pilier où on est en retard en France par rapport au reste du monde, mais le reste du monde qui est déjà en retard, c'est sur ce problème de la data. On dit souvent « you get what you measure » et nous-mêmes, on sait bien que devant l'injonction de réduire notre consommation électrique, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé ma facture électrique et j'ai dit « ok, où est-ce que je consomme le plus? Où est-ce qu'on peut diminuer ?» Et c'est vrai à la maille de l'entreprise. « You get what you measure ». Le problème, c'est que seulement 8% des entreprises françaises nous disent on a les bonnes données, fiables, avec le bon niveau de granularité, accessibles, avec du reporting, avec des fonctionnalités où on peut faire, pas seulement regarder dans le rétroviseur, mais du pilotage de la performance. 8% versus, c'est pas glorieux, mais c'est 27% dans le reste du monde. Et c'est corrélé avec 70% qui nous disent en fait, on a des processus de pilotage de la performance très manuels ou semi-manuels pour tout ce qui est pilotage des objectifs extra-financiers, des objectifs de développement durable. Et là, en fait, moi, je tombe de la chaise quand je me dis quel système hyper sophistiqué on a réussi à faire pour piloter nos indicateurs financiers. On a des données, mais chaque métier dans l'entreprise, les achats, la supply chain, le manufacturing, vous tournez l'IT dans sa poche. Où est-ce que j'en suis de mon budget? Où est-ce que j'en suis de mes objectifs de rentabilité, etc., etc. Est-ce qu'on a la même chose sur nos objectifs de développement durable? Clairement pas. Et donc ça, tant en termes de données qu'en termes de fonctionnalité, de capacité d'aller au-delà du reporting, vers des simulations, des scénarios, des analyses, vivement le temps où les contrôleurs de gestion ils sont aussi occupés pour gérer leurs indicateurs financiers que leurs indicateurs extra-financiers. Une dernière question, Carole. Quels sont les secteurs les plus avancés? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples des meilleures pratiques que vous avez pu observer et qui ressortent de l'étude? Oui. Alors, on a peu de temps. Une minute. Une minute. Donc, je vais prendre un seul exemple, c'est le retail. Le retail, c'est celui qui apparaît comme secteur le plus avancé sur les 3 piliers que j'ai mentionnés.
on n'est pas étonné, hein, le retail il est soumis à la pression non seulement de la réglementation de plus en plus forte, des consommateurs, des actionnaires, et les dirigeants se sont bien saisis du sujet. Ce qu'on voit dans le retail, c'est que en fait, leur métier, c'est quoi? C'est de distribuer, mais c'est aussi d'acheter. Et donc, en fait, ils ont naturellement cette logique de systèmes où ils partagent de la donnée fine avec leurs fournisseurs. Et donc, c'est ceux qui, sur cet angle-là, à la fois coalition industrielle et de partage de la donnée, sont le plus avancés. Je voudrais mentionner aussi quelque chose qu'on a, de façon générale, montré dans notre étude. Si vous voulez être efficace sur des objectifs de développement durable, que ce soit décarbonation ou d'autres, parce qu'il y a aussi les sujets d'inclusion et les sujets plus socio-éthiques. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté la stratégie business de l'entreprise. Le business model, qu'est-ce que je vends, quel service, pour quel marché, etc. De l'autre côté, une stratégie de développement durable qui est dans les mains d'un directeur RSE ou d'un Chief Sustainability Officer dans les meilleurs des cas. Et dans un troisième côté, une stratégie numérique. Le but, pour avoir vraiment des résultats impactants, et le monde de retail, il y en a certains, on travaille pour un client dans le retail autour du sport, qui fait converger ces trois axes, c'est-à-dire qui ne dit pas je vais avoir trois stratégies, je vais avoir une stratégie. Une stratégie où je repense mon modèle d'affaires, je remets en cause les produits que je vends pour être en ligne avec les 1,5 degré, donc cohérent avec le développement durable et cohérent aussi avec le numérique. Le numérique qui se met au service de cet objectif-là. Et donc nous, là, qui travaillons dans l'IT, on a de l'or entre les mains. Le chiffre, c'est 4%. Seulement 4% des entreprises qu'on a interrogées ont cette vue holistique en France. C'est 7% au niveau mondial, guère mieux. C'est cette vue holistique qu'il faut aller chercher. J'ai une conviction profonde, c'est que chacun de nous dans la salle, on peut œuvrer à ça. On peut toquer à la porte et dire « moi DSI, moi patron des études, moi dans l'informatique ». Je peux vous apporter quelque chose à la table de redéfinition du business d'affaires qui est en ligne avec des objectifs de développement durable. Voilà. Merci beaucoup Carole. Écoutez, vous pouvez laisser le micro. On vous retrouve dans quelques minutes pour la table ronde. J'aimerais parler avec notre prochain invité si on peut l'applaudir bien sûr, de l'impact de la stratégie Green IT sur les organisations. Et pour cela, j'appelle Gabriel Ferreira. Gabriel, venez nous rejoindre. Voilà. Bonjour Gabriel. Alors installez-vous, voilà, un micro ou l'autre. Voilà, attendez, 3, 2, 1. Ouais, voilà, le micro est allumé. Alors Gabriel, vous êtes directeur technique chez Pure Storage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est parlé l'année dernière. Alors, la situation était, en termes de dérèglement climatique, celle qu'on connaît malheureusement. Et là, cette année, on a une crise énergétique qui s'est ajoutée dans le cocktail, entre guillemets. Dans quelle mesure cette crise énergétique qu'on connaît a-t-elle été un accélérateur pour la prise de conscience du besoin de transformation au sein des organisations ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est un acteur, un éditeur et un constructeur de plateformes de données d'origine américaine, comme beaucoup de sociétés dans l'IT. Et on est spécialisé dans les plateformes de données, que ce soit des plateformes que vous retrouvez dans les data centers en propre ou dans les data centers des différents clouds publics, donc soit matériel plus logiciel. Alors effectivement, donc on est au cœur de cette problématique. Et en France, je ne peux pas parler pour le reste du monde, mais tout du moins en France, on voit une nette accélération depuis la rentrée sur cette, je dirais pas cette prise de conscience sur les enjeux environnementaux. Ils existaient déjà pour vous ? Ils existaient déjà. Ouais. Mais comme l'a souligné aussi Carole dans son intervention, bon, il y avait plus ou moins d'actions derrière au niveau des entreprises. Depuis la rentrée, on voit un net changement. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de cette prise de conscience. Systématiquement, les clients maintenant
font l'inventaire. Donc nos clients, donc les services IT, font des inventaires. Et je pense qu'ils doivent rendre des comptes à la fin de l'année. Ils fixent des objectifs de réduction et il faut bien faire des économies. Alors, cette accélération, elle est due, certainement, elle est liée à cette crise énergétique. C'est un peu paradoxal parce qu'en France, la production d'électricité est largement décarbonée par rapport à d'autres pays dans le monde. Mais tant mieux, on prend, bien évidemment. Donc les sociétés, les fournisseurs IT comme notre société qui militons sur le marché depuis une dizaine d'années pour mettre l'éco-conception, chère à Carole, au centre de tous nos développements, réussit. C'est le succès de notre société tient à un modèle de consommation IT différent. Olivier le soulignait tout à l'heure, la plupart des entreprises regardent comment on peut réutiliser les équipements IT au lieu de les recycler bêtement. Bon, voilà, c'est un axe. Nous, on va plus loin. On se dit que c'est la mission, c'est une mission qui devrait être par défaut prise en compte par les fournisseurs IT eux-mêmes. C'est-à-dire que dans la conception des solutions IT, faites, comme Carole l'a dit, depuis le début, ce n'est pas quelque chose qu'on vient rajouter après. Il faut que cette problématique soit prise en compte dès le début de la conception, il faut qu'elle soit native. Eh bien, il faut qu'on puisse, les fournisseurs, il faut qu'ils puissent concevoir des solutions IT qui soient modulaires, évolutives et, c'est un mot qui m'est très cher depuis 10 ans, intemporelles. Intemporelles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'avoir des fournisseurs IT qui vous disent « Désolé, monsieur le client, il s'est écoulé 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. On ne supporte plus votre équipement parce que le logiciel est plus compatible. Il va falloir le jeter, le recycler, l'écarter de la chaîne pour en acheter un autre. » Voilà, donc c'est des pratiques qui sont devenues totalement inadmissibles. Et c'est la raison du succès de notre société, c'est qu'on a mis sur le marché, on est venu sur le marché avec une approche différente de la consommation IT, c'est-à-dire arrêter d'acheter ou de consommer un équipement ou une solution et tous les 5 ans ou tous les 6 ans la mettre à la poubelle. Alors, on peut la réutiliser, oui, mais Olivier, on va la réutiliser combien de temps ? 1 an, 2 ans de plus, et après, ça repart en recyclage. Même si on arrive à recycler à peu près 75 à 80% des composants d'un équipement, donc tout ne part pas à la décharge. Mais il y a une autre façon de concevoir. Si vous avez tous, nous avons tous un portable, un téléphone portable dans la poche, en moyenne en France, on en change tous les 2 ans. Alors oui, les fournisseurs de téléphonie réutilisent ces portables, d'accord ? Il y a des filières de réutilisation. Mais quand même, si le fournisseur du portable, je ne citerai pas de nom parce qu'ils sont à peu près tous pareils, s'ils concevaient des portables qui soient modulaires, qui soient évolutifs et qu'ils arrêtent de nous prendre en otage et de nous dire on ne peut plus faire évoluer, on ne peut plus mettre la nouvelle version logicielle parce qu'il est plus compatible avec ce matériel, eh bien, ça changerait la donne. La grande majorité des clients qui ont... on change de portable. Pourquoi ? Pour bénéficier du nouvel appareil photo qui est plus meilleur. Pas mon cas, je m'en fiche, mais c'est ce qui se passe pour la plupart des clients. Bon, si le fournisseur du portable pouvait faire en sorte, dans sa conception, de pouvoir changer uniquement l'appareil photo du portable, bon, on le garderait plus longtemps. Hein, ce que disait Carole, il faut maintenant que ça devienne systématique chez les fournisseurs. On milite sur ce sujet-là depuis 10 ans. C'est ce qui fait la raison de notre succès.
Donc, pour en revenir à la question, il faut quand même relativiser en France l'énergie électrique. La production électrique est largement décarbonée. Sans entrer dans les débats, c'est vertueux, pas vertueux. Vous prenez un terminal, parce que le terminal, quand vous faites un bilan environnemental dans les entreprises, ça a un poids très lourd en termes de CO2, pas de consommation électrique. Les nouveaux terminaux ont fait de gros progrès. Donc, si vous faites un bilan sur 5 ans, vous allez voir qu'un bilan carbone sur 5 ans, les émissions directes, c'est-à-dire la consommation électrique, est largement inférieure aux émissions indirectes, c'est-à-dire le coût carbone de la production et de la logistique. Par exemple, pour une plateforme de données Pure Storage dans un data center, sur 5 ans, en gros, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire que le poids carbone électrique, il est un peu équivalent au poids carbone lié à la fabrication et au transport. Mais pour d'autres plateformes de données qui ne sont pas éco-conçues, ça peut être pire. C'est-à-dire que le coût électrique peut être supérieur ou le contraire, le coût de fabrication et transport peut être supérieur. Donc, voilà où on en est. Pour ma part, moi, je suis ravi que les entreprises accélèrent leur prise de conscience. On est débordé depuis la rentrée. Maintenant, il ne faut pas se tromper de combat. Donc, je le dis, encore une fois, en France, la production électrique est largement décarbonée. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Si on veut vraiment avoir un impact sur les enjeux environnementaux, il y a d'autres postes à regarder de toute urgence. Quels sont-ils justement ces postes, Gabriel? On a parlé, quoi qu'indirectement, de cloud, vous avez parlé de mobile, de PC, de serveurs. On sait qu'aujourd'hui, ces actifs-là sont déjà très largement activés par les entreprises, en tout cas celles qui sont lancées sur le chantier un peu de la sobriété. Quels autres leviers aujourd'hui elles peuvent activer pour essayer d'être encore un tout petit peu plus, d'aller encore un tout petit peu plus loin que ce qu'on vient de dire et ce que Carole, par exemple, vient de dire ce matin? Alors oui, on a depuis quelques années réfléchir comment on peut aller pousser le bouchon un petit peu plus loin. Donc il y a 10 ans, on s'est dit, les services IT, les DSI, arrêtez quand vous achetez une solution IT, d'essayer d'acheter une solution pour 5 ans ou pour 7 ans en prenant en compte, en essayant d'estimer l'évolution des besoins sur 5 ans. Moi, je veux bien discuter avec le DSI qui peut me dire quels seront ses besoins dans 5 ans. La plupart n'ont pas de visibilité à plus de 18 mois. Okay. Donc, au lieu d'acheter ou de souscrire à une solution sur 5 ans, et de mal acheter, finalement, ils vont acheter trop cher. On sait que le coût de la technologie baisse dans le temps. Donc, c'est, je dirais, une triple erreur. Ils achètent trop vite, trop. Quand ils achètent trop, ça va consommer de l'électricité, mais ça va consommer de la place dans le data center, mais ça va aussi également consommer des ressources pour gérer ce que la DSI a trop acheté. Et puis enfin, une troisième bêtise, je dirais, c'est que la DSI se prive de l'évolution technologique à terme. Dans 2 ans, on sait bien que dans 18, 24 mois, 36 mois, la technologie évolue, elle est plus dense, elle consomme moins, elle prend moins de place, elle est plus capacitive, elle est plus performante. Voilà la triple erreur. Donc, pardon Gabriel, mais c'est difficile à entendre pour un DSI qui va lui avoir je sais pas, un conseil d'administration ou en tout cas des gens du COMEX qui vont lui dire voilà, moi j'entends parler de telle technologie, je la veux absolument, ça veut dire que j'ai besoin de tel serveur dans le data center, j'ai besoin de telle solution, j'ai besoin de telle fonctionnalité dans le cloud. Alors, ils ne se posent même pas la question de savoir si c'est consommateur ou pas, ils ont besoin d'un outil parce qu'ils pensent que ça va permettre de générer du business. Donc on a un DSI là qui est pieds et poings liés, parce que lui il aura besoin du meilleur état de l'art au moment T où on parle. Je pense que c'est très compliqué pour lui, pour elle d'ailleurs, de faire comprendre à son COMEX qu'il ne faut pas forcément faire le choix là tout de suite de la meilleure technologie parce que c'est peut-être plus fin
au final, de prolonger la durée de vie de ce qu'on utilise parce que ça rend déjà service. Il y a un peu une... comment est-ce que le DSI peut faire pour avoir les bons outils dans une situation où on va lui dire non, moi je veux de la nouveauté, je ne veux pas forcément prolonger. C'est difficile quand on est habitué à acheter de cette façon-là depuis des dizaines d'années. Changer la façon de faire, c'est difficile. C'est des fois un combat au sein d'une entreprise pour faire autrement. Donc il y a deux axes. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut acheter mieux, de façon plus raisonnée. Donc acheter au plus juste, c'est bien pour le portefeuille, c'est bien côté environnemental et c'est bien côté technologique. On est triplement gagnant là-dessus. Et là où on peut pousser le bouchon un peu plus loin, c'est se dire finalement, les sociétés, les DSI qui font l'acquisition en propre, ils achètent un équipement. La vie de l'entreprise fait que les besoins peuvent changer par rapport aux besoins qu'il y avait. Voilà. Donc, il y a des rachats d'entreprises, il y a des difficultés. Vous voyez, pendant le Covid, on a mis tout le monde à la maison. Bon, vous avez certains équipements IT, les terminaux dans les bureaux, étaient sous-utilisés. Bon, si finalement l'entreprise n'avait pas engagé du CAPEX, mais avait plutôt souscrit un service, j'ai plus besoin de terminaux parce que j'ai plus d'employés dans mon bureau, ou moins, je reprends les terminaux parce qu'il y a une autre entreprise qui en a peut-être besoin. Vous voyez ? Donc, cette question de propriété d'équipement, c'est quelque chose qui commence à être étudié en France. On est un peu conservateur en France. D'autres pays dans le monde sont un peu plus avancés. Mais je pense qu'on a tout intérêt à revoir un petit peu ces actes d'achat. Et au lieu d'être propriétaire d'un matériel ou même propriétaire de vos smartphones, plutôt l'avoir dans votre souscription et laisser le fournisseur, lui, gérer les cycles de vie parce que lui pourra placer et moduler mieux le cycle de vie de ces équipements et solutions. Une dernière question, Gabriel. Comment la mobilité des données d'un cloud à l'autre peut, elle aussi, permettre aux entreprises de réduire d'une certaine façon leur empreinte carbone ? Ça, c'est un des aléas que je citais. On crée une solution. La data, maintenant, elle est un peu éparpillée. J'en ai un peu dans mon data center, si j'en ai encore un. Elle est dans les clouds publics, parce que je n'aime pas dire le cloud, c'est les clouds, peuvent être en service managé. Elle est à différents endroits. Donc, c'est de plus en plus difficile pour un client de maîtriser un petit peu l'achat des solutions IT, parce que ça court de partout, en fait. Donc, il faut revoir un petit peu, et ça, c'est une mission des fournisseurs. Ça fait plus de sens d'acheter une solution pour Azure ou pour AWS, etc. Plutôt, les fournisseurs, proposons plutôt des solutions qui permettent aux clients finalement de consommer la data où ils veulent et selon les besoins et l'évolution des besoins des entreprises. Alors, il faut faire effectivement attention à une chose, c'est que, et je choquerai personne en disant ça, malgré les discours des fournisseurs, en particulier fournisseurs de cloud, la donnée, elle est toujours un peu propriétaire. Il y a un peu cet effet vendor locking. Hein. Donc, il faut lutter contre ça parce que si un provider est plus vertueux qu'un autre, il faut pouvoir déplacer la donnée. Donc, c'est quelque chose auquel on est très attentif chez nous et on a développé des solutions qui permettent de donner véritablement l'indépendance d'usage à nos clients, quel que soit le fournisseur IT qu'ils choisissent. C'est très clair. Merci beaucoup. Gabriel, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Vous pouvez reposer le micro. Merci à tous. Merci beaucoup.
Voilà. Si vous avez des questions à poser à Gabriel, bien sûr, tout comme Carole, ils sont encore dans la salle pour un petit moment. J'aimerais qu'on parle maintenant d'alignement des coûts IT avec la sobriété. Et pour cela, j'invite Bertrand Martin, donc président de Sentry Software, et Florent Perrault, senior ingénieur chez BMC Software, à me rejoindre sur scène, messieurs. Je vous attends. Voilà. Bonjour, bonjour, messieurs, bienvenue. Voilà, il y a un micro pour chacun d'entre vous, ils sont posés devant. Voilà, allez-y, je vous en prie, prenez le micro. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bienvenue, bonjour, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont BMC et Sentry? Eh bien, BMC Software, nous sommes un éditeur de solutions logicielles, donc, qui a une quarantaine d'années d'expérience, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires dans la gestion de l'infrastructure. Alors, ça va du mainframe jusqu'au cloud public en passant par les data centers. Et on est notamment spécialisé dans la gestion des opérations avec une touche d'intelligence artificielle de plus en plus. Et on travaille avec un certain nombre de partenaires technologiques. Dont Sentry Software, effectivement, je te remercie. Sentry Software, on est également un éditeur de logiciels, donc on a BMC avec une large gamme de produits de gestion de l'infrastructure. Et nous, on est comme un centre de R&D, si vous voulez, d'innovation pour BMC. On est en charge un logiciel précis d'observabilité hardware, de détection des pannes dans les serveurs, les équipements réseau, les systèmes de stockage comme Pure, notre collègue là-bas, qui s'en va, revient. Notamment donc, de détection des pannes et de mesure de la consommation électrique et donc de l'empreinte carbone. C'est un logiciel ouvert, open télémétrie, et c'est un logiciel français également, Cocorico. Voilà, Sentry. Avec BMC. Donc notre logiciel s'intègre nativement, parfaitement dans BMC et Helix. Bertrand, comment vos clients ont-ils abordé la question de la réduction de l'impact de leur empreinte carbone? Alors, c'est une excellente question. Ils l'ont bien pris ou mal pris? Ils l'ont pris avec des grands points d'interrogation dans les yeux, j'ai envie de dire, avec plein de questions. Voilà. La question de l'empreinte carbone de l'informatique en général est une question à laquelle personne ne sait répondre correctement, facilement. Mais en fait, d'ailleurs, c'est plutôt toi qui es en contact avec les clients. On sent quand même, on y va ensemble, Bertrand, mais on sent quand même beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'objectifs qui arrivent de plus en plus chiffrés depuis 18 mois, je dirais. Après, les plans d'action, ils sont souvent en cours d'évolution, cours d'élaboration plutôt, et c'est là qu'on intervient à notre modeste niveau. Parce que c'est vrai que souvent, c'est un problème qui va bien sûr au-delà de l'IT, et nos interlocuteurs ne savent pas forcément par quel bout le prendre, et on travaille là-dessus avec eux. Ils ont du mal notamment à construire, on en parlait beaucoup l'année dernière, une année de référence. On sait que par exemple pour la SNCF qu'on avait il y a 2 ans je crois, l'année de référence c'était 2019. Pour certains c'était 2018. Société Générale, on en parlera tout à l'heure, je crois que c'était à peu près ces eaux-là. Est-ce que c'est leur principale difficulté vraiment d'avoir une année de référence à partir de laquelle ils vont essayer de bâtir leurs indicateurs? Il y a effectivement ce problème-là, et il y a de plus en plus aussi de sociétés qu'on rencontre qui ont un vrai enjeu par rapport à des classements vis-à-vis de leurs concurrents. Et pour certains acheteurs, ça a vraiment du sens de plus en plus d'avoir un fournisseur de services qui soit bien placé, qui soit éco-responsable. D'accord. Comment est-ce que vous, Florent et Bertrand, comment vous répondez à cette demande? Vous dites justement qu'effectivement, pour les entreprises, c'est toujours intéressant d'avoir un acteur qui prend ce sujet à cœur. Comment est-ce que qu'est-ce que vous leur mettez comme outil dans les mains pour leur permettre finalement d'atteindre leur objectif? Bonne question. Alors, je dirais que le processus sur lequel tout le monde s'accorde, effectivement, c'est, comme tu disais, une année de référence. Mais en fait, c'est d'abord de mesurer les choses. Effectivement, on en est où? Donc ça peut être un bilan carbone, comme certains en font, ça peut être une mesure live. C'est ensuite se mettre des objectifs, alors voilà, -5 chaque année, peut-être un peu plus ambitieux, peut-être. Et ensuite de prendre des mesures pour atteindre ces objectifs. Puis ensuite, de remesurer encore où est-ce qu'on en est. Donc on va commencer par proposer la première étape déjà, de mesurer l'empreinte carbone. Alors, dans notre cas, effectivement, nous, on fait de l'observabilité, de la supervision des infrastructures. Donc, effectivement, on va proposer un logiciel qui remonte la consommation électrique de tout type d'équipement dans un data center, effectivement. Et ensuite, on va proposer des pistes pour
pour réduire cette empreinte carbone. C'est notamment la consommation électrique. Hein. Dans l'informatique, on va surtout parler de scope 2, consommation électrique. Donc ça va être par exemple optimisation du data center. On sait qu'il y a beaucoup de data centers. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, avec un PUE de 2, ça c'est pourri. Donc on va dire, si vous ne pouvez pas optimiser votre data center, parce que faut reconstruire un nouveau data center, c'est un petit peu compliqué, tout le monde ne peut pas se le permettre, ça va être migrer dans le cloud, par exemple. Effectivement, les clouds publics ont en général une bien meilleure efficacité énergétique. Ensuite, ça a d'autres conséquences naturellement, notamment au niveau de la facture. Et ensuite, on va proposer d'autres choses comme, par exemple, choisir effectivement du matériel qui soit plus efficace. Alors, par exemple, l'agence pour l'environnement américaine a un programme Energy Star qui note à façon que choisir les serveurs, les systèmes, voilà, pour dire est-ce qu'ils sont plus ou moins efficaces. On proposera également, par exemple, de choisir les bonnes technologies pour les développements en interne. Les différents langages de programmation ne sont pas équivalents. Alors, mauvaise nouvelle, c'est le C qui est le langage le plus optimisé, paraît-il. Alors bon, ça a d'autres conséquences. Hein. Et ensuite, la chose qui est en fait la plus facile, la plus importante, la plus accessible pour tout le monde, c'est l'optimisation de ce qu'il y a déjà sur place. Alors effectivement, dans ce cas-là, Florent, vous avez une solution pour toutes ces questions d'optimisation des ressources. Sachant qu'effectivement, beaucoup des ressources allouées dans les data centers, les infrastructures, sont pas super bien alloué, on va dire. On retrouve beaucoup de poids mort dans les infrastructures, les machines virtuelles qui servent à rien. Je te laisse développer sur le sujet. Oui, non, effectivement, il y a un cas d'usage qui est vraiment à considérer aussi, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. Donc toute cette infrastructure qui a été générée à un moment donné pour un besoin précis, mais qui aujourd'hui est devenue inutile. Alors ça peut être suite à des réorganisations, ça peut être le serveur de développement d'une application qu'à un moment donné on a oublié d'éteindre, ça peut être le serveur Fortnite du stagiaire de 3e qui était là au mois de juin et qu'on a oublié d'éteindre. Donc on a des solutions pour trouver toutes ces parties de l'infrastructure qui est devenue inutile. Effectivement, on sait aussi gérer de la capacité informatique. L'une des problématiques, c'est justement cette question de la capacité. Et là, vous soulevez un autre point, c'est-à-dire qu'on a effectivement, parfois, une entreprise a besoin d'avoir beaucoup plus de capacité, de puissance informatique, de machines virtuelles, ainsi de suite, qui finissent par s'endormir. On les trouve plus. On a des changements de poste. On a toujours des capacités qu'on a allouées mais qu'on n'utilise plus. Comment est-ce que vous aidez justement les organisations à, d'une part, les détecter, parce que quand on a un changement de poste, on a un nouveau responsable cloud, il n'est pas censé savoir qu'il y avait des serveurs ou des machines virtuelles qui ont été demandées, qui ne sont plus utilisées. Comment est-ce que vous les aidez justement à détecter tous ces actifs-là et justement à faire en sorte que on ait un usage qui corresponde vraiment aux besoins au moment où on en a besoin? On utilise notamment les solutions d'observabilité de Bertrand, par exemple. On aspire vraiment énormément de data. Donc, ça peut être de la data de consommation serveur, ça peut être de la data de consommation du stockage. Et donc tout ça, on met ça dans un data lake, on met de l'intelligence artificielle. Avec le temps, il y a du machine learning qui se met en place pour évaluer les tendances. Et effectivement, peut-être qu'au creux de l'été, ça ne sert à rien d'avoir une capacité informatique démesurée. Donc, faut être capable de diminuer ça progressivement, un peu comme l'exemple des écrans au bureau pendant le confinement. C'est vraiment le même principe. C'est vraiment d'adapter la capacité automatiquement pour à la fois réduire quand il faut et aussi être capable d'absorber les pics d'activité type Black Friday, je crois que c'est bientôt, sur les sites de e-commerce. Là, c'est peut-être le moment, par contre, d'en mettre un petit peu plus. Et tout ça, ça peut se faire automatiquement. Je voudrais rajouter qu'on parle effectivement souvent des pics d'activité. Effectivement, c'est le risque de chaque DSI. Ah mon Dieu, le pic d'activité, le Black Friday. Mais il y a quand même surtout le reste de l'année, énormément de choses qui dorment et qui ne servent à rien. Il faut quand même savoir qu'on estime environ, face à un chiffre communément admis, que 40% du stockage alloué à gauche à droite ne sert à rien. C'est-à-dire qu'éventuellement il est alloué, peut-être que même il y a un truc qui est censé se connecter dessus, mais qui voit zéro activité tout le temps, quoi. Donc on peut se dire qu'il serait peut-être temps de le désallouer pour l'allouer à autre chose qui sert vraiment, quoi. C'est la même chose pour les machines virtuelles et c'est vraiment là où il y a du gras
à supprimer. Donc il y a des outils, il faut s'en servir. Et c'est vrai que c'est parfois un peu ingrat comme tâche, effectivement, aller dans des listes de systèmes, on dit qu'est-ce que c'est que ce vieux machin, est-ce que je l'enlève, est-ce que je l'enlève pas, etc. Mais il est temps de prendre des décisions, de dire effectivement, si ce truc-là ne marche plus, eh bien je prends le risque, je l'éteins. Et puis on verra ce qui se passe. Oui, alors c'est sûr. Je ne suis pas directeur de prod, hein, c'est pas mon problème. Une dernière question, messieurs, rapide. Qui sont vos interlocuteurs des entreprises aujourd'hui? Vous parlez avec qui? On en a parlé tout à l'heure. Carole disait qu'il y avait les DSI. Olivier disait qu'il y avait les DSI, mais pas que. Avec qui vous parlez aujourd'hui quand vous abordez ce type de sujet? Rapidement, s'il vous plaît. On a vu un petit peu toutes les configurations ces 2 dernières années. Après, c'est vrai que la configuration qu'on voit le plus souvent, c'est donc quelqu'un qui a vraiment cette responsabilité de porter le sujet du green et de la sustainabilité qui est rattaché au DSI et qui va monter ce plan d'action et derrière essayer de finalement proposer les bonnes pratiques en interne aux architectes. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment deux cas. Effectivement, on a la direction qui met effectivement un Chief Sustainability Officer ou un rapprocher le micro. Pardon, oui, pardon pour ça aussi. Et ou alors, donc il y a ce cas-là, effectivement, mais en général, c'est une personne qui n'a pas forcément d'autorité sur les autres directions, notamment la direction informatique. Et on a d'autres cas, des équipes informatiques qui, elles, par exemple, s'occupent d'un data center ou des data centers on-prem et qui vont peut-être avoir un enjeu personnel. Ce qu'on voit surtout, là où ça fonctionne, là où on voit des progrès qui sont faits, c'est souvent dans les entreprises où la direction est personnellement engagée sur ces objectifs. Ça fait une vraie différence parce qu'à ce moment-là, ils mettent les ressources nécessaires. Il faut rappeler quand même qu'il y a très peu de contraintes légales et réglementaires aujourd'hui. C'est beaucoup de bonne volonté de chacun. Alors la bonne volonté, c'est important, il faut y aller. Et donc la volonté des dirigeants d'entreprise, ça fait une grosse différence. Voilà. Donc avoir le COMEX dans sa poche, entre guillemets, c'est toujours facile à dire. Une excellente chose. Voilà, messieurs, merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez rejoindre la salle. Merci. Et j'aimerais qu'on termine la réflexion de ce matin par une discussion avec 2 autres intervenants. Et on va parler des bénéfices concrets d'une IT plus durable avec Stéphane Leclerc, Head of Innovation, Deep Tech and CSR for the Group IT Community Société Générale. Stéphane, je vous en prie, venez vous asseoir. Et on retrouve Carole Davis-Filler. Carole, je vous en prie, prenez un micro et installez-vous. Alors, on a dit beaucoup de choses, mais alors avant tout ça, peut-être, Stéphane, parlez-nous un peu de votre rôle et de la communauté IT, de votre rôle au sein de Société Générale. Ok. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Donc, c'est un poste qu'on a créé en 2019 avec, ça reprend des idées qui ont été évoquées, le fait de ne pas opposer Green IT et IT for Green. Donc le fait de dire qu'il fallait absolument se poser la question de quel était le poids du numérique d'un point de vue environnemental. Mais d'un autre côté, étant une banque, étant en pleine transformation digitale, on a besoin des nouvelles technologies. On doit les intégrer de plus en plus, mais il faut qu'on se pose la question de cette responsabilité des nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on a associé les deux, donc enfin même les 3, donc la partie Deep Tech, Innovation et RSE. Il y a de ça 3 ans, on va dire que le poids était beaucoup sur l'innovation et moins sur la RSE. C'était genre 70% innovation, 30% RSE. Ça s'est complètement inversé aujourd'hui. Donc c'est quasi 80% de RSE et tout est vu dans un axe justement de responsabilité à partir du moment où on développe le numérique que l'on a déjà et celui qu'on va mettre demain. Quelle est, je le disais tout à l'heure, mais de quand datent les premières réflexions de votre groupe sur l'IT, Stéphane? Ça a commencé structuré, on va dire, en 2017 avec le Club Green IT, où on a commencé à se poser des questions sur, en plus de combien coûte notre IT, qu'est-ce qu'il émet en termes de CO2. Donc c'est quasi le premier club qui a commencé à travailler sur ces sujets-là. Ça s'est vraiment structuré à partir de 2019. Où là, donc, il y a eu la création de ce poste. On a officialisé la RSE et le numérique responsable comme un pilier de la stratégie digitale. Donc, parmi les autres priorités de la sécurité, du maintien en conditions opérationnelles ou des choses comme ça plus traditionnelles.
on a signé la charte du numérique responsable avec l'Institut du numérique responsable. Et quand on est une banque et qu'on fait une communication publique, ça devient quelque chose où on est obligé là d'avoir des éléments de preuve. Donc c'était aussi un moyen de dire que le groupe s'orientait vers une transformation digitale responsable pour construire des produits pour nos métiers également responsables et le plus frugal possible pour les utilisateurs. Bon, là, Carole, on a un exemple de maturité relativement avancée, grand groupe français, international. Est-ce que vous avez d'autres cas précis que vous pouvez partager avec nous d'entreprises qui ont initié une réflexion analogue, peut-être à la même époque que Société Générale? Oui, et je voudrais donner des exemples d'impact tangible sur la consommation énergique, sur la décarbonation, grâce au numérique. On a fait donc des exemples concrets. Vous connaissez le jumeau numérique. Dans le monde industriel, c'est un moyen à la fois de pouvoir repenser la façon dont on produit, donc les usines, et de repenser vraiment tout de bout en bout la chaîne de production d'un produit. Donc un exemple, chez Michelin, ils se sont dit comment est-ce qu'on fait. Ils ont des phases de test de leurs pneus. D'accord, plusieurs phases de test. Grâce au jumeau numérique, ils ont 5 phases de test. Ils ont été capables d'en supprimer 2. Ça veut dire des pneus qui ne roulent pas, des pneus qui ne sont pas jetés, parce que les pneus qui sont utilisés dans les tests, après, on n'en fait rien. Et donc, en fait, c'est un exemple d'utilisation du numérique pour avoir un impact concret sur le métier et des objectifs de développement durable du métier. Le jumeau numérique, il peut être à la maille de toute l'entreprise. Il y a une autre entreprise qui a eu jusqu'à, en repensant en utilisant le jumeau numérique de toute son usine, d'une usine, c'est Sanofi en l'occurrence, qui a été allé chercher jusqu'à 80% de réduction de consommation d'énergie en utilisant justement l'analyse que permet le jumeau numérique de l'usine. On a fait à la maille de la Belgique, de tout le pays, avec Agoria, qui est l'équivalent du Numéum pour la Belgique. On s'est posé la question de dire, OK, quand on utilise du numérique, on utilise de l'électricité, de l'énergie. Okay, quelle est la balance entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne à l'échelle du pays? Et donc, on a pris 4 cas d'usage. La smart mobility, le smart manufacturing, les smart buildings, etc. 4 comme ça. Et on a essayé d'estimer les gains, les émissions évitées grâce au numérique. Et on a mis ça en regard de la consommation énergétique et du coup l'impact gaz à effet de serre du numérique. Et cette fois-ci, on a pris tout le numérique à l'échelle du pays. Il y a un gain, à votre avis? Le rapport entre ce qu'on évite et ce qu'on dépense. Je vais dire une bêtise. Je En fait, je préfère regarder les chiffres pour moi. Et pourtant, on a pris l'effet rebond, parce que vous connaissez le risque. Voilà. Et donc, en fait, cette étude-là, c'est un facteur de 4 à 5. C'est-à-dire on évite 4 à 5 fois plus qu'on dépense. Et donc, en fait, ce que je trouve génial dans ce que vous racontez, Stéphane, et je retrouve ça chez Airbus, je retrouve ça chez Renault, je retrouve ça chez L'Oréal, etc., c'est ce chemin où énormément d'équipes IT sont en train de se dire « Ok, on balaye devant notre morte. Oui, on met sous contrôle les impacts négatifs du numérique, mais aussi, on va être des catalyseurs de la transformation positivement. » Et ça, je trouve ça génial. Stéphane, quelle est votre année de référence? On en parlait tout à l'heure. À partir de quand vous avez mis en place ce chantier pour vous donner finalement un objectif? Il y a pas mal de documents sur les ambitions de la Société Générale. Voilà. Quelle est votre année de référence? Donc ça a été le début en fait de ce programme qu'on a lancé là, CSR for IS, donc 2019. Et en effet, le point de référence est important. C'est que, comme il a été dit par ailleurs, et on y reviendra sans doute, l'obligation réglementaire n'est pas très contraignante. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de méthodologie qui est arrêtée pour toutes les entreprises à suivre, et donc on peut se comparer les uns avec les autres. Donc le plus important, en fait, c'est d'avoir une année de référence,
d'indiquer de manière transparente ce que l'on va mesurer et de comparer en fait les années suivantes ce même environnement. Donc c'est pas trop le chiffre qui est important, c'est véritablement la progression de ce chiffre avec les évolutions et les relevés qu'on va faire. Donc 2019, année de référence. Une fois qu'on a fait ça, le plus important c'est de se donner un objectif et essayer d'avoir un objectif le plus ambitieux possible. Donc on s'est donné un objectif ambitieux de réduire de 50% ce que l'on appelle le compte propre du groupe Société Générale d'ici 2030 par rapport à cette année de référence 2019. Dans ce qu'on appelle le compte propre, donc on a bien sûr tout notre immobilier, les flottes de véhicules, les voyages en avion et l'IT. L'IT, c'est une grosse part dans cette partie de compte propre. Comme on l'a évoqué, le numérique, c'est 10% de l'énergie mondiale, c'est 4% des gaz à effet de serre, mais c'est surtout 9% d'augmentation par an. Donc c'est le périmètre et le secteur qui explosent par rapport à tous les autres. Ce qui est dit, c'est qu'en 2025, ce sera l'équivalent du parc automobile mondial. Donc si on veut être en ligne avec un objectif à 2030 global compte propre, il faut qu'on aille encore plus vite sur le sujet du numérique, d'autant qu'on met de plus en plus de digital dans nos produits et dans nos offres avec les métiers. Donc on s'est donné un objectif là également ambitieux de réduire de 50% l'impact CO2 du digital du groupe d'ici 2025. Donc c'est une ambition. On y travaille beaucoup. Après, il faut voir exactement, on y reviendra, les catégories qu'on traite et ce que l'on mesure exactement. Voilà, juste sur cette question de la mesure, cette question elle est pour tous les deux. Là, je pense qu'une grosse partie des entreprises apprennent en marchant finalement. Quand on parle de mesurer l'empreinte de l'IT, on parle de beaucoup de choses. Enfin, vous l'avez dit, Carole, on parle de data center, on parle de data, on parle de cloud, on parle de logiciels, on parle d'équipement, on parle de serveurs. De quel outil on a besoin pour mesurer tout ça, pour mettre des sondes entre guillemets et pour être en mesure de se dire bon, ben, en 2019, voilà mon année de référence. Ben, à partir du mois de mars 2019, par hasard, je vais commencer à mesurer. Qu'est-ce qu'il faut comme outil? De quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'il faut des gens comme, je les cite parce qu'ils sont là, des gens comme Pure Storage? Est-ce qu'il faut des gens comme Sentry? Ou est-ce que vous allez peut-être travailler avec des outils ad hoc? Est-ce que vous allez appeler des gens comme Accenture? Ou je peux encore en citer d'autres. Comment est-ce que vous faites pour avoir les bons outils et être en mesure de vous dire, voilà, mon année de référence, je veux la bâtir de telle manière? Stéphane et puis après Carole. Alors, rapidement, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. Il n'y a pas de réponse absolue sur le sujet. Ça dépend beaucoup en fait, de l'environnement technique déjà qu'a l'entreprise. En ce qui nous concerne, en tout cas, on a suivi la méthode du Shift Project globalement, qui est une méthode plutôt bottom-up. Donc on a dans nos référentiels nos assets qui sont dans les data centers, nos assets qu'on donne sur le périmètre workplace et ainsi de suite. Donc on est plutôt sur une méthodologie où on reprend le nombre d'assets en data center. Chaque asset, il a une consommation d'énergie moyenne annuelle et on fait la somme de tout ça. Donc toutes les consommations d'énergie de ces assets dans le data center, des laptops que l'on donne à nos employés, des infrastructures qu'on a dans le cloud public également. Et ensuite, on applique le coefficient d'émission CO2 en fonction de la localisation géographique où l'asset est posé. Donc on peut, sans avoir besoin de sonde, parce que c'est aussi un questionnement qu'on avait eu, ça a un coût. C'est très structurant pour les équipes opérationnelles de commencer à mettre des sondes partout et des probes un peu partout. On peut commencer à avoir des choses qui sont assez précises, rien qu'en utilisant nos référentiels data, en ayant de la méthodologie et des référentiels de consommation d'énergie. Donc c'est ce parti-là qu'on a pris pour le moment. Carole. Quelques mots en complément, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit beaucoup de nos clients qu'on accompagne sur leur transformation numérique responsable, nous demandent de les aider à faire cette approche-là, c'est-à-dire de convertir leur inventaire IT, serveur, data, équipement, smartphone, écran, j'en passe et des meilleurs, réseau, en impact carbone. Mais pas que, parce qu'en fait, il y a ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire j'achète du cloud ailleurs, j'achète du software, un service en SaaS ailleurs. Et donc il y a aussi à prendre en compte ces aspects-là avec la complexité du reporting qu'on a ou qu'on n'a pas des software providers, des cloud providers. Et nous, on travaille avec nos partenaires pour justement, et on a construit des assets pour justement avoir des estimations, même si ce n'est pas 100% fiable. Je rejoins complètement Stéphane sur l'idée d'avoir un point de référence et un chemin de progrès. Et rien que demander aux cloud providers, aux software providers de poser les questions année après année sur le même périmètre, de la même façon,
de faire ce reporting, de donner ces données-là, et ça incite. Voilà. La deuxième chose, c'est que le bilan carbone, l'impact carbone, c'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il y a aussi la consommation électrique. Donc, il y a aussi à regarder, parce que les cloud providers, ils sont très forts pour vous dire « Bienvenue dans le monde sans limite du stockage de données et de la consommation serveur ». Ben non, en fait, derrière, il y a des serveurs qui ont besoin d'être fabriqués avec des matériaux, des métaux rares qu'il va falloir chercher, avec de la pollution très tangible, de déchets électroniques qui vont être électroniques qui vont être créés une fois qu'on n'aura plus besoin de ces serveurs. Enfin voilà. Donc s'il y a des impacts énormes, il n'y a pas que l'impact carbone. Donc aussi le besoin d'avoir des suivis de consommation électrique. La mobilité va passer à l'électrique. Nous, on ne peut pas, le numérique, se dire « Allez, c'est sans limite sur la consommation électrique ». Donc, voilà. Et troisièmement, on essaie de travailler aussi avec nos clients à des indicateurs qui parlent aux équipes. Parce qu'elles ont besoin, les équipes, de savoir si elles vont dans la bonne direction et ce qu'elles font, qu'elles activent comme levier, par exemple sur l'éco-conception, ça a un impact. Et donc, des indicateurs en termes de volume de données, en termes de capacité de compute, et parfois même des indicateurs sur le nombre de personnes qu'on a réussi à former à l'éco-conception. Voilà. Stéphane, dans quel scope vous situez aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler, il y a scope 1, scope 2, scope 3, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les différences entre les différents scopes? En effet, c'est important ce sujet. En fait, quand on fait un bilan de gaz à effet de serre, comme vous l'avez dit, c'est lié au Greenhouse Gas Protocol, là, qui a sorti une méthodologie où les périmètres sont définis en scope. Donc, le scope 1, c'est tout ce qui est impact direct. Donc, c'est mon groupe électrogène, quand j'ai plus d'énergie, je l'allume, il émet du CO2 directement. Donc, c'est mes flottes de voitures, mes groupes électrogènes, pour faire simple. Le scope 2, c'est tous les effets indirects liés à la consommation d'énergie. Donc énergie électrique que j'achète, mais également le fuel et également si j'achète de l'eau froide ou de l'eau chaude. Impact CO2 lié à la consommation et à l'usage direct de cette énergie. Et ensuite, il y a le scope 3 qui est les autres énergies indirectes. C'est là où on va trouver la fabrication des équipements qu'on achète typiquement, la fin de vie aussi des équipements qu'on achète. C'est là où on va trouver également tous les services, les clouds publics et ainsi de suite. Et ce que l'on dit, c'est que pour une entreprise du digital, la plupart du temps, le scope 3 représente quasi 70% des impacts de gaz à effet de serre. D'un point de vue réglementaire aujourd'hui, en France, ce qu'on doit reporter, c'est scope 1, scope 2. Donc, et depuis juillet, il y a une recommandation de reporter sur le scope 3 les périmètres qui sont les plus impactants. Donc c'est typiquement ce que l'on fait, en l'occurrence côté Société Générale. Donc, les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, les moins 50%, donc on est sur scope 1, scope 2. Donc tout ce qu'il y a dans nos data centers en France et à l'étranger, que ce soit les data centers en propre ou des data centers hostés. Donc là, on prend une partie de scope 3. Tout ce que l'on donne en termes de workplace, tout ce que l'on donne aussi en workplace, mais sur la partie Office 365, c'est aussi du cloud public, on est aussi sur du scope 3. La partie qui est véritablement fabrication et transport des équipements, qui est une énorme partie. Selon les équipements, un smartphone, c'est 85% de sa pollution, c'est la fabrication, 15% c'est son usage. Ça ne fait pas partie là, des moins 50% que je vous évoquais. On le compte dans un reporting séparé, donc on regarde tout ce que l'on achète au cours de l'année, on le compare par rapport à l'usage, et on est en train de se définir un objectif là-dessus. C'est un peu plus complexe, parce que c'est lié, pour une grosse entreprise comme la nôtre, à une dette technique. On est forcément obligé de remplacer certains équipements, parce que les fournisseurs nous mettent aussi dans une contrainte de dette technique. Et également, c'est la capacité à augmenter la durée de vie des équipements. Selon le type d'équipement, sa localisation dans les différents pays, on va accélérer ou pas un remplacement. Donc la partie scope 3 fabrication qui est très importante, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler nos objectifs. Qui est concerné aujourd'hui par votre démarche numérique responsable? Est-ce qu'on trouve tout ce qu'on peut imaginer, des architectes d'infrastructures, des développeurs? Avec qui est-ce que vous parlez et qui est vraiment concerné au premier chef? Alors, tout le monde, pour faire simple, vraiment tout le monde. Donc les 25 000 experts IT de la filière. On a commencé surtout par les impliquer en faisant beaucoup d'acculturation et beaucoup de formation. Donc on a développé avec l'INR et d'autres entreprises de l'INR un MOOC de 30 minutes de awareness sur le numérique responsable, plus 4 modules d'approfondissement d'1 heure sur différents sujets.
Et on a rendu cette formation obligatoire pour toute la filière IT. Donc aujourd'hui, on est quasi à 95% sur le périmètre France et quasi 70% sur le périmètre international. Donc ça, c'est au moins pour sensibiliser et commencer à faire l'étincelle de « il est important que je regarde pas uniquement mon objectif opérationnel, mon objectif en euros, mais également mon objectif en CO2 ». Donc après, en effet, on a fait des formations plus spécifiques sur les développeurs, les architectes et les project managers. Et on a surtout travaillé à intégrer des normes, des critères, des standards dans les outils qu'ils utilisaient déjà. Typiquement, les architectes, quand ils évaluaient des scénarios d'architecture, ils avaient déjà une grille d'évaluation. On a ajouté des éléments RSE, ce qui leur permet maintenant d'avoir une notation technique et une notation RSE. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ils vont prendre le choix RSE. Mais en tout cas, s'ils ne le prennent pas, ils vont devoir le savoir et le justifier. Parce que dans notre objectif, moins 50%, en théorie, tout nouveau projet qui remplace quelque chose d'existant est censé consommer 2 fois moins de CO2. On a fait la même chose avec les développeurs. Les développeurs utilisaient déjà un outil de code quality. Dans ce code quality, on a mis là également des critères RSE, de ne pas mettre des boucles infinies par exemple, d'utiliser le bon langage, on l'a évoqué, en fonction du besoin. Et donc maintenant, quand ils font tourner ce code quality, non seulement ils ont des violations sur des critères de sécurité, mais des violations aussi sur des critères RSE. Et on a fait également cette même approche avec les chefs de projet qui avaient aussi un protocole de suivi des différents projets. On leur a fait un guide survey pour que tout au long de la vie du projet, ils puissent challenger toutes les méthodologies qu'on a mis par ailleurs. Donc typiquement, le chef de projet, il doit s'assurer que ses équipes ont été formées au numérique responsable, il doit s'assurer que les architectes ont utilisé la grille, il doit s'assurer que les développeurs ont utilisé l'outil d'évaluation. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une vue progressive sur la maturité numérique responsable dans les équipes. C'est la clé, ça, Carole, de la démarche que nous décrit Stéphane, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai presque envie de dire, on manie un peu la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'on a un guide où on donne des outils, et puis, notamment pour les développeurs, on leur dit, voilà, si vous utilisez des outils ou certaines démarches, alors qu'elles ne sont pas éco-responsables, vous devrez absolument nous dire pourquoi vous l'avez fait, alors que nous, ce qu'on veut et ce qu'on veut atteindre, 50% que vous avez mentionné, eh bien, on vous a mis tel ou tel outil. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est la bonne méthode? Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais est-ce que c'est peut-être ce que vous conseillez à vos clients, c'est-à-dire que vous devez responsabiliser chacun des métiers? On a des exemples très clairs, hein, des développeurs, des chefs de projet, les gens de l'infra. Il faut vraiment responsabiliser les métiers les uns après les autres. C'est peut-être ça la clé? Absolument, ça fait partie des 6 recommandations qu'on a faites dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure, technologie responsable, où en sont les entreprises françaises, et qui est d'ailleurs qui a été publiée en septembre 2022 à l'occasion du cercle de Giverny et qui est disponible sur Internet. Donc une des 6 recommandations, ça concerne la gouvernance. C'est-à-dire que pour aller vers ce numérique responsable, la question de la gouvernance, elle est clé. C'est quoi la gouvernance? Ça veut dire que le DSI, il est à la table des décisions dont je parlais tout à l'heure, à la croisée chemin du modèle d'affaires et des objectifs de développement durable. Il peut être à la table. Il a son rôle à jouer parce qu'il a, dans nos grandes entreprises, énormément de projets qui sont lancés. Pensez à tous les euros qu'on dépense chaque année pour la transformation numérique, pour de repenser, faire de la transformation finance, repenser le procurement, etc. Et donc, mettre le DSI au cœur de la gouvernance de cette transformation durable, de la transformation du modèle d'affaires, c'est extrêmement puissant. Et maintenant, si on zoome à l'intérieur de l'IT, de la gouvernance, c'est dans chaque étape de gouvernance clé de l'IT. Et effectivement, les choix d'architecture avec les checklists que nos architectes ont, c'est un bon exemple. Il faut intégrer ces éléments d'objectifs. C'est une de nos recommandations. De la même façon que ce qu'on essaie de faire, nous, maintenant, avec notre approche Sustainability by Design, c'est ce qu'on dit, piloter un projet de transformation numérique. C'est quoi vos indicateurs de réussite? C'est généralement on time, on budget, on quality, pardon pour le franglais, pour l'anglais tout court. Voilà, il faut dire on time, on quality, on budget, mais aussi avec l'atteinte d'objectifs de développement durable, qui peut être différent d'un projet à l'autre, qui sont à la fois sur j'ai mon impact le plus réduit possible du numérique, mais aussi je sers le plus possible le métier.
Et puis, le dernier point, L'Oréal, je pense, était un très bon exemple, nous a fait l'amitié de... On a quelques verbatims pour illustrer, en fait, des bonnes pratiques. Sur la gouvernance, l'idée, c'est aussi non seulement de former, effectivement, c'est clé, c'est fantastique ce que vous avez fait, c'est aussi de donner des aiguillons positifs, des incentives, je cherche le mot en français, des carottes, des récompenses. Restons sur le monde des légumes et des fruits. À chacun. Et donc là, dans les objectifs de performance individuelle, et je vous pose la question en toute amitié, dans votre objectif de performance individuelle, Stéphane, avez-vous un objectif lié au développement durable ? En l'occurrence, moi, oui. Vu que si je ne l'avais pas, ce serait compliqué. Et la clé, c'est même que dans le sujet de la gouvernance, justement, donc moi, je suis rattaché à la DSI transverse. Pour autant, la stratégie, les priorités sont définies avec... on a un ExcoSI qui regroupe tous les DSI des différentes BU-SU. Et eux ont également un objectif de responsabilité sur le numérique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de descendre dans les strates. Et ce qu'on essaye surtout de faire, ce qui a été évoqué, c'est que ce n'est pas qu'un sujet de DSI. C'est aussi et surtout un sujet de métier. C'est que pendant très longtemps, les DSI disaient « moi, je n'implémente que ce que l'on me demande ». Donc si la demande d'une application est complètement incohérente, que les besoins en fait sont surdimensionnés, je n'ai pas de pouvoir pour dire non. Ça s'est déjà un peu inversé avec les nouvelles technologies, vu que déjà avec les nouvelles technologies, maintenant on est plutôt porteur de solutions au business, mais en plus maintenant en termes de numérique responsable, on a le pouvoir de dire non quand la demande est incohérente, parce qu'on a affiché officiellement ces réductions de moins 50%. Et ces moins 50% sur la partie compte propre ou IT, ce n'est pas un objectif DSI, c'est un objectif groupe. Donc les métiers doivent contribuer aux choix stratégiques qui nous conduisent globalement à aller vers cette diminution. Et comme je le disais, quand on est une banque et qu'on fait ce genre de communication publique, non seulement on a des audits internes obligatoires qui viennent vérifier qu'on va atteindre et qu'on a des éléments de preuve, mais on a la BCE également qui vient nous challenger sur ces sujets-là. Donc tout le monde est dans le même bateau. Une question, Stéphane, sur la donnée, on en a un tout petit peu parlé. Quelle réflexion vous menez aujourd'hui sur la donnée pour la rendre, elle aussi, plus sobre? Un groupe comme la Société Générale, ça génère des pétaoctets de données tous les ans. Comment est-ce que vous faites pour que cet or, pour citer ce que disait Carole tout à l'heure, finalement, vous ne brûlez pas les doigts et ne se transforme pas finalement en émission complètement incontrôlée? Oui, c'est un sujet clé en effet. Une des communautés du programme est focalisée uniquement sur la data. Le challenge, vous l'avez évoqué, c'est que c'est de l'or pour tous les métiers en fait. Donc c'est vraiment leur business, c'est leur charbon qu'ils essayent de transformer en or. Et la problématique, c'est de s'assurer en fait qu'on ne duplique pas ces données et qu'on les utilise à bon escient. Donc il y a un challenge de bien acheter les données, bien les centraliser, donner accès aux personnes qui sont responsables de la donnée et de la traiter, mais pas aux autres, parce qu'il y a aussi un gros sujet de sécurité derrière tout ça. Et après, c'est surtout le poids de cette donnée. Et donc le poids de cette donnée, il est assez facile de le mesurer sur ce qu'on appelle la donnée statique. En gros, nos plateformes de stockage. Mais par contre, la consommation d'énergie des plateformes de stockage, elle est optimisée, donc elle pèse rien. Le vrai poids de la donnée, en fait, c'est la donnée dynamique. J'ai une application ressources humaines, par exemple, pour un groupe comme la Société Générale, il est utilisé par 120 000 personnes, et dans toutes les plaques mondiales. Donc là, ma problématique, c'est, on revient sur l'éco-conception, on revient sur des sujets de green coding et ainsi de suite. Comment est-ce que je développe mes applications, mon écosystème, pour être sûr que la donnée, quand elle doit être centralisée, parce que c'est efficace d'un point de vue service et d'un point de vue numérique responsable, elle l'est, et qu'on ne fait pas des duplications ou des choses incohérentes juste pour gagner une demi-seconde sur un affichage. Donc comment est-ce que je m'assure que mon UX est le plus léger possible, mon design applicatif est le plus léger possible, et que mes data ont le moins d'impact possible sur mes infrastructures réseau, mes infrastructures de sécurité, mes infrastructures VPN. C'est là où j'ai un poids qui est énorme. On s'est rendu compte qu'en 2 ans à peu près, on est obligé de doubler notre MAN, notre Metropolitan Area Network, entre nos gros data centers, juste pour des sujets de réplication de données. Donc la data dynamique est clé, et une des réponses est beaucoup de conseils et d'éléments de levier de frugalité sur la data. Donc on utilise des data lakes, on utilise des référentiels communs,
et on essaye d'avoir une gouvernance renforcée avec les data owners pour qu'il y ait des propriétaires de la data. Allez-y, Karl. Il me semble qu'il y a un autre volet sur la data complémentaire, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Imaginez un projet qu'on lance pour les achats. On va imaginer qu'on va doter tous les acheteurs de reporting sur comment optimiser le prix de tel... alors, je me mets dans l'industrie, on va sortir un peu de la banque, mais voilà, de tous les composants de mon produit, mettons dans l'automobile. D'accord ? Donc, on va donner les acheteurs dans l'automobile, ils ont besoin de... et on va pouvoir les alimenter en données sur choisir la meilleure qualité, la pièce la moins coûteuse, etc. Notre rôle, je pense, dans la tech, c'est aussi de dire proactivement au métier, mais alors là, il n'y a pas une donnée que vous oubliez là, dans votre report pour les acheteurs ? Il n'y a pas une donnée carbone ou une donnée ESG ? Le groupe a tel et tel objectif. Voilà la data qui va permettre aux acheteurs de prendre les bonnes décisions et d'atteindre les objectifs qu'on a fixés. Donc voilà, donc il y a à la fois, c'est toujours ambivalent sur le numérique, il y a à la fois à être très vigilant, à être dans la logique de sobriété. On est loin du big data maintenant, on essaie de dire, c'est plus la logique de « allez, on rassemble le max de données, on verra bien ce qu'on en fera après ». On veut appliquer cette logique de l'usage et l'éco-conception. Et en même temps, je pense qu'on puisse être force de proposition et dire, ben voilà, tel report pour les acheteurs, là où il y a la data ESG qui est impérativement à mettre. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carole, merci Stéphane. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'il y a ce petit magazine, c'est le dernier numéro du mois qui est sorti. Vous allez le trouver normalement à l'entrée, donc ne l'oubliez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a encore... Alors, monsieur... attendez, je vais vous donner un micro. Tenez, vas-y. Parce que... Bonjour à tous. De toute façon, les autres intervenants ne sont pas là. Je peux poser les questions. Ils sont encore présents. Il y a Olivier Javadeux qui est derrière, il y a Gabriel Ferreira qui est là, il y a bien sûr messieurs de Sentry et BNC Software qui sont là aussi. Donc allez-y. Il est là aussi. Oui. Ok. Vous pouvez tirer, allez-y. Vous voulez que je pose question par question ou l'ensemble ? Posez toutes les questions que nous avions posées. Allez-y. Et je pense qu'ils vont tous répondre. On a le temps, allez-y. Bon, première question. On a le temps, je plaisante. Allez-y, posez vos questions. Question par question. Posez vos questions. Question par question, on va essayer de vous répondre rapidement. Allez-y. Bon, si on n'a pas 50, bien sûr. Non, il y a 4 personnes, il y a 4 questions. D'accord, ça va. C'est humainement possible. Je pose les questions, premièrement, parce que Carole est présente. Quelle est votre influence sur l'évolution d'une entreprise en entourant des tiers à l'impact positif et bénéficier ESG d'une analyse et améliorer la planification, la durabilité, votre score ESG et impact à la gestion de performance du développement durable? Moi, personnellement, quel est mon impact chez Accenture? Une réponse courte, Carole, s'il vous plaît. Il y a 4 questions. Il y a 4 questions. Je le rappelle, parce qu'il faut qu'on ait ça en tête, il faut que vous ayez ça en tête. En fait, Accenture, c'est 800 000 personnes dans le monde. D'accord ? Je vais vous dire, en fait, cette question de l'impact, elle me parle énormément parce qu'en fait, chaque année, moi, ça fait 25 ans que je suis chez Accenture, chaque année, je me pose la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste ? Et un critère, c'est de l'impact. Et en fait, moi, je suis ingénieur environnement et j'ai fait du numérique depuis 25 ans. Mais il y a 3 ans, je suis allée voir mon boss, ma boss en l'occurrence, et je lui ai dit, là, avec le changement climatique, moi, j'ai pris, comme les membres de la Convention citoyenne pour le climat, une claque. Et en fait, moi, j'ai 4 enfants et cette question de l'impact, elle me prend les tripes tous les matins. Et donc, en fait, cette question d'impact sur dire, maintenant, c'est mon métier. Maintenant, depuis 3 ans, j'ai monté l'équipe Sustainability Technology chez Accenture. Je suis responsable du Green Software en Europe. Mais tous les jours, je me dis, à chaque fois, chaque réunion, chaque projet, chaque RFP auquel je vais répondre, je me dis, est-ce que c'est là où je peux avoir l'impact le plus fort vers la décarbonation et vers le développement durable? J'ai pas de KPI, mais c'est ma boussole.
Deuxième question pour Olivier. Quelles sont les solutions envisagez-vous en carbonisant les émissions d'activité économique et en mesurant l'empreinte carbone pour permettre de modifier certains comportements et pour réduire l'impact sur l'environnement? C'est une question très vaste. Est-ce que je ne vais pas vous demander de la reformuler forcément, mais elle est énorme comme question. Oui, bien sûr, on va faire court. En fait, le gouvernement ou la mission interministérielle se veut d'être exemplaire et veut absolument montrer que par capillarité, faire en sorte que les citoyens aillent dans cette direction, veut montrer à quel point le gouvernement et les services publics peuvent être exemplaires eux aussi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse que je voudrais vous donner, non, là, j'en ai pas qui me viennent directement. Je pensais à un autre point. Je pensais à l'exemplarité par rapport à la loi. Plusieurs fois, il a été dit ici qu'il n'y avait pas trop de réglementation, ou que c'était un écosystème encore où il n'y avait pas de réglementation. Et je pensais souvent pendant vos interventions à la question de l'accessibilité et de l'inclusion. Le gouvernement et l'État avaient fait le choix en 2005 de faire des réglementations sur l'inclusion et l'accessibilité. Et en 2017, les résultats pour les entreprises qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour les services publics étaient vraiment pas bons, voire exécrables. Et donc du coup, on a pris la décision de le faire par l'exemplarité. C'est pour ça qu'il y a eu des lois qui sont en train de se mettre en place, mais on ne fait pas un focus complet sur la réglementation. Troisième question pour Gabriel. Allez-y, Gabriel. Oui. Quelle est la révélation des données avec l'analyse prédictive? Bon, pour l'instant, vous n'utilisez pas exploiter les intelligences artificielles et le multi-cloud. Bon, comment vous améliorez-vous les nouveaux moyens pour libérer toutes les valeurs de vos données, analysées et intégrées, modernisées? Extrêmement vite. Alors, les fournisseurs IT intègrent des solutions d'intelligence artificielle, en l'occurrence sur les plateformes de données. Aujourd'hui, l'administrateur, il a son écran avec ses différentes plateformes on-prem et off-prem. Et les fournisseurs, la plupart le fournissent ou sont en cours de fournir, les KPI, c'est-à-dire la consommation électrique instantanée moyenne de l'équipement, mais également le coût carbone de l'équipement, en l'occurrence si c'est du matériel. La personne de Sentry l'a dit, en fait, tous les clients aujourd'hui font des portails et consolident ces informations énergétiques. La consommation, Stéphane le disait, en fait, ils font la somme, ils font l'inventaire de leur IT, combien ça coûte en électricité, combien ça coûte en carbone. Donc, en fait, toutes les solutions IT aujourd'hui sont requêtables via API et on arrive à recentraliser ça dans un portail. Ça, tous les clients sont en train de le faire. Dernière question pour Bertrand. Comment vous planifiez-vous une stratégie de cloud qui correspond à vos besoins? La gestion de services en cloud, en parlant de la transition de la technologie, et quel est votre coût? Comment vous mesurez les coûts avec les automates ou en humain? Oui, alors c'est effectivement la question de la migration cloud, effectivement, comment dire, elle a des bénéfices. Ces bénéfices, c'est naturellement que c'est moins carboné, que les infrastructures cloud publiques sont en général bien plus efficaces. Naturellement, la complexité de migration dans le cloud, ceux qui ici sont essayés connaissent. Donc en fait, il y a des outils également qui existent spécifiquement pour la migration. En l'occurrence, c'est Florent qui aurait dû répondre à cette question, parce qu'il se trouve que BMC, ils ont un outil spécialement pour ça. Dire, OK, vous avez ça dans on-prem,
qu'est-ce que ça va faire quand vous serez dans le cloud. Je voulais juste noter que AWS, GCP et Microsoft Azure aujourd'hui produisent d'ailleurs des rapports d'émissions carbone sur les assets qui tournent des clients dans leur cloud. Donc chaque client peut voir pour chacun de ces services quelle est l'empreinte carbone, sauf qu'aujourd'hui c'est très très mal instrumenté, c'est limite on reçoit ça sous forme de PDF, c'est pas du tout exploitable ni consolidable, donc voilà, je les ai récemment challengés sur le sujet en espérant qu'ils adoptent des standards ouverts notamment OpenTelemetry pour qu'on puisse consolider tout ça. Voilà. Pour l'optimisation le processus de migrer dans le cloud, bon, vous pourrez, je vous encourage à parler avec Florent là-bas qui saura répondre plus précisément à la question. Oui, c'est bon, allez-y. Et après, monsieur, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Denise Ramos. Je travaille dans la gestion de projet. Et ma question, elle n'est pas, comment on dit, préparée. Mais en fait, moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment dans la banque, Suez. Et puis aujourd'hui, je suis sur un grand projet à RCI Mobilize, plus connu comme DIAC, c'est les banques de financement Renault. Et aujourd'hui, j'ai travaillé sur des projets de dématérialisation réglementaire, c'est des sujets que vous avez parlé et tout ça. Tout est dans les clouds. La construction, pour avoir cette infrastructure-là, on a besoin des matériels nobles. Les réglementaires aujourd'hui imposent aussi une durée de conservation des produits, des données en fait. Comment on peut parler d'environnement? On parle beaucoup de chiffre d'affaires aussi, je pense que c'est la première préoccupation des sociétés. Comment on harmonise toute cette problématique-là? Parce que les réglementaires, on garde des données qui ne sont pas forcément, qu'on n'a pas besoin de garder, ça pollue. Il y a un coût de stockage que vous connaissez. Aujourd'hui, les clouds, il fait une certaine température pour que ça fonctionne bien. On migre tous dans les clouds. On a les clouds publics aujourd'hui. En tant que personne, moi j'ai des photos sur Internet, etc. Est-ce que demain, tout le monde va pouvoir accéder à Internet et avoir bénéficier de cette technologie aujourd'hui? Est-ce qu'on traite vraiment les problèmes, la cause du problème aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment une préoccupation? On parle plutôt parce que c'est le sujet du moment, c'est plutôt une image qu'on veut donner aux médias en disant nous, on a cette préoccupation-là. C'est très simple. Moi, je vois dans une société qui parle beaucoup de la question ambientale. Nous, on reçoit des gobelets en plastique. La poubelle jaune. Madame, juste, quelle est votre question? Il y avait une question. Est-ce qu'on a une logique ouais. Exactement. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Carole, peut-être que vous pouvez répondre. Merci. En fait, je pense que les entreprises sont obligées maintenant d'être de plus en plus sérieuses, mais elles ne le sont pas encore. Elles sont obligées d'un côté, parce que la réglementation, parce que c'est, à mon avis, l'aiguillon extrêmement puissant. Les patrons sont engagés sur des objectifs de décarbonation. Et qu'est-ce qu'adorent faire les analystes financiers? Regardez si les engagements sont pris. Maintenant, de là à dire, et même je vais parler pour Accenture, on a la sustainability, c'est au centre de notre stratégie. De là à dire qu'on a fait tout le boulot et que maintenant, chaque décision qu'on prend, le concept de sustainability by design, d'intégrer le développement durable au sein de chaque projet qu'on propose à nos clients, que le client nous le demande ou pas, c'est ma mission, c'est ce que j'essaie de faire. Est-ce qu'on est arrivé jusqu'à 100% des projets? Non. Est-ce qu'on est arrivé à dire non à un client
votre projet métavers là, vous savez quoi, on ne va pas le faire, on ne va même pas répondre à votre RFP parce qu'on pense que vous allez dans la bonne direction. On n'en est pas encore là. Mais est-ce que c'est sérieux? Oui. Est-ce qu'on c'est encore suffisamment massif? Non. Bonjour à tous, Hicham Kordi, je travaille pour le cabinet de conseil MC2I. J'ai une question pour Stéphane Leclerc. Suite au défi Green Circle qui a eu lieu à la Société Générale, vous avez pu mettre en place des outils de mesure sur la décarbonisation. Est-ce que vous avez pu d'ores et déjà avoir un retour sur les bénéfices de mesures éventuellement déployées? Alors non, parce que c'était pas l'objectif en fait. Green Circle, c'était vraiment un sujet de awareness, hein. Donc c'est un challenge que l'on a organisé, qui était à destination de développeurs, de communautés de développeurs publics, où ils devaient, dans un temps imparti, faire le plus de production de code et de code responsable. Donc c'était la suite de ce que l'on a fait l'année dernière, où on avait fait des sessions vidéo de awareness également, qu'on avait mis sur YouTube et qui ont eu plus d'1 million de vues. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles IT qui n'ont pas aujourd'hui de formation numérique responsable. Donc c'est dans ce cadre-là que c'était fait. C'était pas pour avoir de l'étude quantitative, c'était vraiment de l'awareness qui a amusé beaucoup de nos développeurs en interne et également beaucoup d'étudiants. Bonjour. Bonjour, Marie Daoud, Green IT Manager chez Vinci, et j'ai une question sur l'éco-conception et particulièrement sur le sujet de la mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait mesurer le bénéfice d'une application, par exemple éco-conçue? Enfin, si je revois le code, quel est le bénéfice que j'en tire? Est-ce que c'est des référentiels génériques, ou est-ce que je peux aller jusqu'à voir la consommation CPU, sachant qu'un CPU fait tourner... il peut paralléliser plusieurs traitements. Enfin, comment on peut mesurer le bénéfice de l'éco-conception? Et dans la même veine, j'ai envie de dire, sur la donnée, est-ce qu'une quantité de données ou une API qui transfère X quantité de données, qui transfère cette quantité de données, est-ce que si je baisse la quantité de données, est-ce que ça change quelque chose, étant donné que la bande passante, je ne pense pas avoir la main sur la bande passante pour la réduire, et d'après ce que j'ai vu, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de données qui circulent dans un réseau, mais c'est la capacité. Après, ma question, c'est comment je mesure tout ça. Ouais. Peut-être pour vous, une réponse rapide. Sur la partie données, oui, c'est important de mesurer la quantité de données, parce que de toute façon, on en a de plus en plus, et ce plus en plus de données fait de plus en plus de réseaux. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de ralentir l'installation de nouveaux circuits et d'utiliser les circuits que l'on a. C'est surtout ça le challenge. Après, sur l'éco-conception, c'est un sujet mais sur lequel on est depuis 1 an. Autant sur mesurer l'impact des infrastructures, ainsi de suite, maintenant on sait faire. L'éco-conception, à part l'INR qui a dans sa formation le fait que ça peut sauver 60% de l'impact d'une application, à chaque fois dans tous les forums, que ce soit INR, SIGREF, Boavitsa, je reviens systématiquement avec ce sujet de dire est-ce qu'il y a des références, est-ce que quelqu'un a vraiment testé les choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est par l'exemple, en fait, prendre certaines applications, de les modifier, de regarder, mais on n'a pas encore réussi à faire une règle qu'on arrive à appliquer complètement. J'ai l'impression, mais je pose à chaque fois la question, et si quelqu'un la répond, je la prends aussi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça sur le marché. Il y a peut-être quelque chose à côté. Je voulais juste préciser, effectivement, c'est une question qui n'est pas résolue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de travaux qui sont faits de redéveloppement, donc d'observabilité dans les applications. Vous avez sans doute entendu parler d'OpenTelemetry. Donc là-dessus, il y a les métriques. Donc les métriques, notamment, on ajoute par exemple la consommation électrique des équipements, et on a d'un autre côté les traces applicatives. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore, alors on travaille dessus très fortement, faire le lien entre les traces applicatives qui vous permettront de dire, OK, cette
cette application, cette nouvelle version que je développe de mon application, la requête, elle passe par là, elle descend là, elle est exécutée au niveau du CPU ici, elle revient ici, elle passe par le réseau et elle a cette empreinte carbone. On ne sait pas encore le faire, on travaille dessus. Voilà, c'est non résolu pour l'instant. Olivier, allez-y. Oui, merci beaucoup. Juste un élément complémentaire. Effectivement, la mesure, c'est une clé, c'est vraiment embryonnaire, l'ADEME et plein de structures publiques et privées travaillent dessus, les travaux de l'INR dont vous avez parlé. Après, au niveau de l'éco-conception, un service qui va être plus sobre, qui va être plus léger, va forcément coûter moins cher en maintenance. Il y a aussi les questions sur la sécurité des systèmes d'information dont j'ai parlé. Forcément, les entreprises et les organisations publiques mettent beaucoup d'argent dans la sécurité des systèmes d'information. Si on a éco-conçu son service, son application, il y a moins de points d'entrée. Donc, à moyen terme, on va pouvoir faire des économies. Donc, il n'y a pas encore une preuve par l'exemple, parce qu'on a des retours d'expérience, mais qui sont à toute petite échelle. Et j'en profite pour vous dire que dans le cadre du mois de l'innovation publique, qui commence avec la direction interministérielle de la transformation publique, on va présenter le RGESN, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, et il y aura des organisations qui l'ont testé, qui viendront faire des rétex de ce que ça a apporté sur leur organisation. Voilà. Et un mot, la mesure, c'est mesurer l'impact du service numérique. Donc l'éco-conception doit aussi prendre en compte la sobriété fonctionnelle. Je vous propose de terminer cet échange. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. De l'autre côté, il y a un buffet qui vous attend. Vous pourrez boire du café et boire de l'eau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.